Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue. Je suis votre hôte Pomme la Pomme pour l'émission Et pourquoi tu joues pas à, où j'invite un rôliste pour nous présenter un jeu de rôle de son choix à travers 7 questions. Pour cet épisode, je suis en compagnie de Vincent Estria, scénariste prolifique qui a bossé sur plein de projets tels que l'Escape Game Les Énigmes de Saint-Jean à Ajaccio, la série Game of Roll ou encore des vidéos pour Rebeu des Terres ou Michaud. Mais il est aussi auteur et game designer, il a écrit notamment la plupart des ouvrages de la gamme de JDR Aria, tels que La Cité du Savoir, mais aussi le Codex Sexualis, qui aborde des sujets de romance, de séduction et de nuit torride dans un ouvrage qui se veut féministe et sex-positif. Mais il est aussi le créateur de À Tour de Rôle, une série d'actual play où il invite un joueur pour une partie de jeu de rôle en tête-à-tête. Mais aujourd'hui, l'œuvre qu'il a créée et qu'on va aborder, c'est Débats et Dragons, un jeu de politique dans un monde médiéval fantastique qui met les joueurs dans la peau de députés représentant de diverses ligues. Petit disclaimer, le jeu n'est pas encore commercialisé à la date où on tourne cet épisode, peut-être que ce sera le cas plus tard, on va en parler, mais il existe sous la forme d'une émission où Vincent officie en tant que maître du jeu qui mène ses députés. Bonjour et bienvenue Vincent, comment est-ce que tu vas ? Bonjour, ça va très bien, écoute, merci de me recevoir. Et puis pour parler de tout ça, parce que c'est vrai que c'est ce que je te disais juste avant, l'émission Débats et Dragons, maintenant il y a déjà eu plusieurs épisodes, je reçois régulièrement des questions et c'est vrai que c'est une émission qui va très vite et on n'a jamais le temps d'expliquer comment en fait ça marche en coulisses. Donc c'est bien, ce sera l'occasion d'en discuter. C'est parfait, ouais, c'est tout à fait l'occasion. C'est tout à fait l'occasion. Pourquoi est-ce que... Ah, oh, bon, c'est bon, il y a déjà des problèmes techniques. Il y a mon image qui s'est... C'est bon, c'est pas grave. Ton personnage ne clignote pas, c'est ça? Mon personnage ne clignote pas, bon. Écoute, tu seras à l'honneur encore plus. Non, mais de toute façon, je te l'ai dit, moi j'ai jamais fait un live Twitch sans problème technique à un moment donné. Ça ne m'est jamais arrivé encore à ce jour, donc c'est normal. Mais voilà, écoute, c'est normal. Ça aurait été étonnant sinon, puis bon, que ce soit le pire truc qui nous arrive, et on s'en sortira bien. Est-ce que tu veux rajouter des choses sur toi, nous parler peut-être de projets divers et variés, ou est-ce que tu veux qu'on se lance directement dans la première question pour entrer dans le vif du sujet ? En fait, tout simplement pour compléter, c'est vrai que l'aspect peut-être un petit peu original de la façon dans laquelle je suis arrivé à des formats de jeux de rôle, c'est qu'à la base, moi, je suis auteur-scénariste classique, entre guillemets. Et c'est vrai que ça fait maintenant 5 ans que je porte la casquette récit interactif, on va dire, au sens large. Donc que ce soit du jeu de rôle, du livre dont vous êtes le héros, des formats pour des créateurs de contenu, des choses comme ça. Et du coup, c'est vrai que des fois, quand je parle avec d'autres auteurs de jeux de rôle, c'est marrant de voir que les approches sont parfois différentes, en fait, quand on vient d'une dramaturgie peut-être un peu plus classique. Voilà. Ok, ouais. Mais ce sera intéressant d'en parler. Comme j'ai vu là, comme je disais, tu étais prolifique, en effet, t'as bossé dans plein de trucs, toi. C'est-à-dire que c'est mon métier, c'est mon activité principale. Non mais c'est vrai, parce que c'est pas toujours le cas dans les domaines créatifs. Ouais. Parce que c'est difficile de joindre les deux bouts en travaillant dans ce genre de domaine-là. Donc c'est très difficile de dire je vais faire qu'un seul truc et ne toucher à rien d'autre. Financièrement, c'est rarement viable. Et donc du coup, oui, je fais plein de choses différentes. J'aime particulièrement ce genre de format un peu particulier où on ne contrôle pas tout en tant qu'auteur, où il y a des interactions avec des joueurs, avec des publics, etc. Et j'aime beaucoup expérimenter dans ce domaine-là, mais ça ne m'empêche pas... l'année dernière, j'ai écrit plusieurs vidéos sur le thème du rugby, par exemple. Alors que ça n'a rien à voir. On est bien d'accord que ça n'a rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir. Mais bon, par contre, maintenant, je sais plein de trucs sur le rugby, mais ce qui n'était pas le cas avant. Mais voilà, c'est parce qu'il faut bien vivre. Mais j'essaye quand même de toujours m'amuser un petit peu en essayant d'intégrer des éléments de l'imaginaire et des expérimentations narratives qui m'amusent et qui m'intéressent. Non, c'est tout à fait louable et je te souhaite, c'est je pense un très bon état d'esprit que je te souhaite de garder. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Si ça te va, Vincent, je te propose qu'on commence et qu'on passe à la première question. Est-ce que, tout simplement, tu peux présenter rapidement ce JDR, s'il te plaît ? Alors, Débats et Dragons. Oui, tout à fait. En fait, ce Débats et Dragons,
C'est un jeu dans lequel des gens jouent des rôles, donc en cela, on peut dire que c'est un jeu de rôle. Au demeurant, il y a plein d'éléments techniques, d'éléments de game design du jeu de rôle traditionnel qui n'apparaissent pas ou en version modifiée. En fait, tout le contexte tourne autour de l'idée de débat politique dans un univers médiéval fantastique. Donc médiéval fantastique. Alors, je pense que c'est typiquement la chaîne où il n'y a pas besoin d'expliquer ce genre de termes, mais je vais le dire quand même. Non, mais voilà, mais c'est tous ces univers-là où on est un peu comme au Moyen-Âge, sauf qu'il y a de la magie et des dragons et des choses comme ça. Et donc, du coup, l'idée, c'est un univers comme ça dans lequel il y a eu une révolution. Les gens ont créé une république. Et donc, il faut, dans cette république, dicter des lois. Et donc, mes joueurs incarnent des délégués, des députés dans cette assemblée et vont, chacun à leur tour, proposer des réformes, en débattre, voter. Et en fait, l'histoire se construit à travers ça, à travers ces lois. Et on fait tout ça en version filmée. Pour l'instant, c'est un jeu de rôle qui n'est, comme tu le disais, pas distribué, pas commercialisé pour l'instant. On aimerait bien le faire un jour. Mais pour l'instant, c'est filmé et c'est diffusé sur la plateforme Studio 17. Et les épisodes sortent d'abord en live sur la chaîne La Bonne Auberge JDR, la chaîne Twitch La Bonne Auberge JDR. Le prochain épisode, c'est mardi soir. Et en fait, pendant les lives, le public est aussi amené à voter, à donner son avis sur les réformes, à proposer aussi des réformes. Et puis voilà, c'est très inspiré par la politique. L'idée, c'est de mélanger à la fois des thèmes typiquement heroic fantasy. Voilà, on parle de comment on gère les mandragores, comment on fait pour encadrer la pratique de la nécromancie, des questions comme ça. Et aussi, évidemment, des versions medfanisées, pour inventer un mot, de faits de société actuels, de la vraie vie, si on veut. Voilà, donc il y a un petit peu, il y a des mélanges, voilà, des univers imaginaires qu'on aime bien et qu'on connaît tous par cœur, et aussi de l'actualité que malheureusement on connaît tous par cœur aussi, parce que c'est difficile d'y échapper. Ok, ouais. Bah en tout cas, c'est vrai que c'est très original comme format parce que de base, alors la politique, il y a plein d'univers où c'est inclus dans la logique, dans le lore et tout. Oui, et puis mais tout est mettre politique. ça, tout est politique en plus. Mais mettre ça au centre, surtout, honnêtement, c'est une assemblée, ce sont des députés, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est quelque chose qui, de prime abord, c'est pas le truc le plus palpitant du monde, quoi. Alors en fait, ça vient du fait aussi que à la base, moi et toute l'équipe du Studio 17 et les joueurs qu'on a sur le plateau et tout, sont des gens qui sont un peu rentrés dans le vortex de vraiment suivre à fond l'actualité politique. Et en fait, quand tu rentres dedans, en vérité, c'est assez trépidant. En vérité, oui, les débats à l'Assemblée, c'est interminable, ça dure jusqu'à 2h du mat, et il y a tout un aspect administratif un peu lourd. Mais la partie débat, la partie punchline, la partie stratégique aussi. En vérité, c'est fascinant. En vérité, c'est fascinant et c'est très stimulant aussi. Il y a beaucoup d'œuvres de fiction comme ça qui, moi, me parlent beaucoup et qui ont des thèmes fortement politiques. Je pense à... je sais pas si tu connais The Good Fight. Non. C'est excellent. Voilà, vraiment, je conseille. C'est une série américaine qui parle énormément de politique et qui est très ancrée dans l'actualité de l'époque où ça sortait. C'était le début des années Trump. Okay. Ou aussi, mais tu vois aussi par exemple Battlestar Galactica, j'ai adoré Battlestar Galactica. Dedans, bien sûr, il y a des combats dans l'espace avec des robots, mais il y a aussi énormément de discussions politiques. Il y a une saison entière qui tourne autour d'une élection. Et en fait, je trouve qu'il y a énormément de ressorts dramatiques et narratifs à faire sortir là-dedans, et aussi l'exercice rhétorique peut être très divertissant si bien sûr on a les bons joueurs qui incarnent les bons personnages, etc. Mais pour l'instant, on a toujours eu beaucoup de chance avec nos joueurs et avec nos invités. On a des grandes gueules et c'est super marrant de les voir débattre, de les voir faire preuve de mauvaise foi, de les voir argumenter, se mettre d'accord aussi. C'est intéressant. Et alors, je sais pas si ça vient dans une question plus tard, mais je pourrais t'expliquer un petit peu l'inception du truc aussi. D'où c'est parti? Pour le coup, on va y venir. Ce sera plus très bien, la question 2. Parfait. On te demande dans le chat si t'es un Silon. Écoute, de toute façon, la guerre est finie. Maintenant, les Silons doivent les accepter. Ils sont comme tout le monde. Hein. Voilà. Attendez, on n'est pas là pour spoil. On n'est pas là pour spoil, bien sûr. Mais évidemment. Mais je n'infirmerai ni n'affirmerai mon statut. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, oui, du coup, donc tu parles de tes joueurs.
de tes invités. C'est quoi, tu penses, les qualités ou ce qu'il faut amener quand on veut participer à un épisode, à une partie du coup de Débats et Dragons en tant que joueur? Alors, sur Débats et Dragons, en fait, le profil qu'on recherche sur l'émission, ça va être évidemment, on aime bien prendre des gens qui sont dans la création de contenu ou des personnalités publiques ou des journalistes, des gens comme ça, qui sont très politisés et qu'on connaît justement sur du contenu plutôt très sérieux, très premier degré sur l'actualité politique. Parce que c'est rigolo de leur faire un exercice un peu idiot d'improvisation où ils doivent inventer des histoires avec des dragons et des licornes. Tout simplement, c'est ce contre-emploi qui nous amuse plutôt. Et d'ailleurs, en général, on fait venir des créateurs de contenu qui sont orientés très très à gauche et on leur fait jouer des droitards parce que c'est encore plus rigolo. Mais au demeurant, les qualités, pour un exercice comme celui-ci, c'est imagination, créativité et puis parler, voilà, être prêt à ne pas lâcher son temps de parole, même si t'as rien à dire, d'improviser, et puis d'écouter aussi ce que disent les autres, parce que c'est plus facile de rebondir et d'avoir des contre-arguments quand tu sais ce que la personne en face a dit. Mais après, toutes ces qualités-là, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas des qualités universellement nécessaires pour l'exercice du jeu de rôle? C'est la question que j'étais en train de me poser. Ouais. Bah ouais, t'as besoin d'écouter les autres et tout. Alors bien sûr, y a des graduations. Tous les joueurs de jeux de rôle n'ont pas besoin d'être extravertis au point de pouvoir aller se mettre devant une caméra. Et même dans l'émission, en plus, on le fait à fond. On les fait aller devant un pupitre. Oui, y a le pupitre. J'ai un marteau pour les interrompre. Il y a tout le monde qui leur gueule dessus. Bon, l'exercice est particulièrement impressionnant là. Mais dans une partie de jeu de rôle, je pense qu'il faut quand même être capable de se sentir suffisamment à l'aise pour dire les choses que t'as à dire, pour proposer des idées, même stupides, et les assumer. Parce que souvent, dans les parties de jeu de rôle, les idées les plus bêtes, si elles sont menées jusqu'au bout, elles finissent par fonctionner. Et je pense que c'est de toute façon, voilà, des trucs qu'il faut faire en jeu de rôle. Être créatif et puis être à l'écoute des autres aussi. Être à l'écoute des autres, ça veut pas forcément dire être d'accord avec eux. Mais c'est vraiment écouter, en fait, premier degré. Tu écoutes ce qu'ils te racontent et tu construis à partir de ça. Et c'est exactement ce qu'on fait. Moi, de toute façon, j'ai toujours eu la conviction que le jeu de rôle, c'était un exercice de création d'histoire collectif. Bien sûr, oui. Ça, je suis entièrement d'accord. Voilà, donc c'est du dialogue, en fait, le jeu de rôle. Bon, il y a du jeu de rôle solo, mais ça devient un exercice collectif entre l'auteur du scénario et le joueur, du coup. Mais oui, pour moi, c'est ça. C'est du collectif, donc il faut s'écouter, il faut dialoguer entre meneurs de jeu et joueurs, les joueurs entre eux. Et donc, dans Débats et Dragons, c'est totalement ça qu'il faut réussir à faire pour bien avancer. Mais je suis de plus en plus convaincu qu'en fait, ce format qu'on a inventé est un exercice de fou, et je pense qu'ils vont tous devenir députés pour de vrai, en fait, les joueurs après. Tu lances des carrières politiques là? Non, mais c'est vrai, là, je pense que ça. Écoute, on en a un qui a fait campagne pendant les municipales, là, quand même, dans le casting principal. Ouais, bien sûr. Et donc, c'est pas totalement impossible, de toute façon, c'est le principe d'une vraie démocratie qui fonctionne, c'est que n'importe qui peut se lancer en politique, voilà, et faire des choses. Donc, en théorie, si les convictions sont là, pourquoi pas. Mais je pense qu'en fait, ça démystifie un petit peu justement la difficulté de cet exercice-là, de débattre, de mener un projet, d'essayer de réfléchir à des solutions pour des problèmes de société qui touchent tout le monde. Je pense que c'est bien de démystifier, de se rendre compte qu'en fait, tout le monde en est un peu capable si on commence à réfléchir de façon politique, en fait. Donc, c'est-à-dire réfléchir au collectif. Ok, ouais. Après, j'imagine que si de base les invités sont très investis politiquement, enfin en tout cas c'est un truc qui les intéresse, je comprends qu'ils soient plus à l'aise. Mais du coup, alors peut-être que l'exercice sera un peu dur là comme ça à chaud. Si tu devais convaincre quelqu'un en une phrase, tu lui dirais quoi? En une phrase de quoi? De s'intéresser à Débats et Dragons? Ouais, de se lancer là, de regarder les épisodes de Débats et Dragons. Alors, je peux répéter la phrase qu'avait dit un de nos joueurs, Clément Pouet. Il avait dit c'est le croisement entre le Trône de Fer et Baron Noir. Donc, c'est ça l'idée. Donc, Cadmerade et Sean Bean ensemble. Mais il y a un petit peu de ça. En une phrase, c'est difficile. Mais je dirais tout simplement participer à un discours politique construit, mais sans tous les enjeux gravissimes de la politique de la vraie vie. Ok, merci. En gros, c'est ça la promesse.
Voilà. C'est une belle promesse, ambitieuse pour le coup. Oui, mais j'ai l'impression en même temps, ça va super vite. Hein. Quand on va parler de comment le jeu fonctionne, ouais, le système fonctionne sur finalement peu de mécaniques. Mais écoute, voilà. Mais on va y venir. Je te laisse continuer. On va y venir et peut-être qu'on va commencer à l'aborder. Alors dans notre suite de questions là, ça va être plus passons à la question 2 qui va être qu'est-ce qui t'a poussé à essayer ce JDR? Et toi, vu qu'en fait tu es l'auteur de Débats et Dragons et de l'émission, c'est plus que quel a été l'élan créatif? Qu'est-ce qui t'a poussé à créer Débats et Dragons? Oui, alors une crise politique. Simplement, en fait, pendant les législatives, les dernières législatives qui ont eu lieu, je sais pas si les gens s'en souviennent, mais il y avait eu sur Twitch un mouvement pour appeler les gens à voter, et si possible à voter pour ce qui était à l'époque le nouveau Front Populaire. Et ça s'appelait le Stream Populaire, si je me rappelle bien. Et en fait, le Studio du 7 s'est vachement impliqué là-dedans. Ils ont accueilli énormément d'émissions, qui étaient des émissions plutôt de vulgarisation de ce qu'étaient les programmes, de ce qu'étaient les enjeux de cette législative, etc. Mais ils voulaient aussi des formats un peu plus légers pour réunir de l'audience et puis pour, encore une fois, démystifier. Hein. C'est un truc qui est très important pour moi, la démarche de démystification de tous ces thèmes. Et donc du coup, en fait, j'ai reçu un call comme ça qui m'a dit est-ce que tu peux faire un truc? Et c'était genre est-ce que tu peux faire un truc pour demain? Parce que je sais pas si tu te rappelles de la panique que c'était ces législatives, mais ça s'est fait un peu du jour au lendemain, quoi. Donc du coup, il a fallu improviser un format. C'était quelque chose que j'avais en tête depuis un petit moment parce que ceux qui suivent aussi Game of Thrones savent qu'il y avait régulièrement aussi des thématiques politiques dedans et qu'on aimait bien entre guillemets parodier des faits d'actualité dans la politique et particulièrement dans des scénarios que j'écrivais moi. Du coup, j'avais déjà cette envie-là. Et donc, je me suis précipité et j'ai écrit ce qui était vraiment le pré-pilote qui est encore trouvable quelque part sur YouTube. C'est sur ma chaîne YouTube à moi d'ailleurs, de ce que c'était. Et alors, c'est très brut à l'époque, mais il y avait la mécanique de base qui était on met des gens autour de la table avec chacun ils représentent chacun un peuple différent. Ils ont chaque peuple a des doléances, a des exigences de comment devrait être géré le royaume à l'avenir. Et ils doivent néanmoins tous se mettre d'accord sur un programme commun. Parce que c'était ça l'enjeu du nouveau Front Populaire à l'époque. Bien sûr, plus tard, on s'est fait trahir. Mais c'est une autre histoire. Et donc, du coup, on a fait cet exercice. Et du coup, c'était tout bête. C'est-à-dire que vraiment, j'ai distribué à tous les joueurs une liste, en fait, à chacun de doléances. Et évidemment, ces doléances étaient contradictoires les unes avec les autres. Oui, évidemment. Je leur ai dit, mettez-vous d'accord. Concrètement, c'était ça. Et donc, ils se sont criés dessus pendant 2 heures. Et on a rigolé, on n'en pouvait plus. Et à la fin, ils s'étaient mis d'accord. Et ça a fonctionné. Et c'était plutôt très divertissant. Et donc, du coup, à partir de là, on s'est dit, il faut absolument qu'on recommence. Et donc, on a continué à s'en parler dans les mois qui ont suivi avec le Studio 17. On a dit, il faudrait faire un truc avec un décor dédié, faire un vrai rendez-vous, une histoire un peu plus construite, etc. Et donc, petit à petit, on a posé les jalons de ce qui allait être ce format-là et ce jeu-là. Parce que oui, évidemment que j'aimerais bien, à un moment donné, que ça devienne un jeu que les gens puissent jouer chez eux, évidemment. Tôt ou tard. Mais ça va être un travail d'adaptation, mais ça va être un travail d'adaptation légèrement périlleux, parce que bon, déjà, évidemment, il y a des thématiques... Est-ce que ça se vend bien, un concept comme celui-ci? La question se pose forcément. Moi, je pense que oui, mais il va falloir convaincre les bons partenaires et les clients aussi. Mais parce que si personne n'y joue, c'est quand même dommage. Mais surtout, en fait, c'est un système de jeu qui se base sur un lore extrêmement souple. Puisque j'ai envie de dire la mécanique fondamentale, après il y en a plein d'autres des mécaniques dans le jeu, mais la mécanique fondamentale dans cette émission-là, c'est que tout argument avancé est autorisé. Donc si un joueur décide d'inventer que oui, dans cet univers-là, il y a un sortilège qui transforme les gens en cochons, ça fait partie du lore automatiquement, tu vois. Personne ne dirait non, ça n'existe même pas, tu vois. C'est un peu casse-gueule, ça, non? Ça peut l'être potentiellement. Ça marche très bien en fait dans ce cadre-là de débat, qui est que de toute façon, ce serait de toute façon un concours de mauvaise foi, c'est-à-dire que même si on décritait que ça n'existait pas,
le joueur pourrait continuer à utiliser cet argument quand même. Ok, ouais. Parce que voilà, donc l'univers il est évolutif, l'univers il fonctionne comme ça, donc ça veut dire que si tu le sors en version papier, ce jeu-là, normalement il n'y a pas 300 pages de lore au début du bouquin comme dans beaucoup de jeux de rôle. Là on est obligé de dire tout de suite, voilà, le jeu il fonctionne comme ça, inventez des trucs, amusez-vous. Ok, ouais. Donc voilà. Mais c'est évidemment un pari risqué de fonctionner comme ça, mais en vérité, pour l'instant, on n'a jamais eu de problème. On n'a jamais eu de joueur qui inventait un truc qui cassait complètement le fonctionnement de l'univers. Et je pense pas que ça arrivera. Je pense vraiment qu'avoir ce parti pris d'être super souple fait qu'on s'adaptera, quoi, s'il y a un nouveau truc qui débarque et qui change tout. De toute façon, j'imagine que t'es obligé d'avoir au moins un peu de souplesse, parce que sinon, c'est très difficile. Soit tu fais 500 pages de lore qu'ils doivent apprendre par cœur, soit ils ont les mains liées, ils disent bah oui, mais en fait, j'en sais rien, je peux pas parler avec. Exactement. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que. Et puis moi, je voulais même pas. Je vais te dire, j'aurais eu la flemme pendant tout le long des parties, systématiquement dire ah bah non, les gobelins n'existent pas dans cet univers-là. Je peux pas. C'est pas quelque chose qui m'aurait amusé. C'est pas quelque chose qui m'amuse quand je fais le MJ sur des jeux de rôle classiques non plus, pour tout te dire. Donc du coup, ça a jamais été envisagé. Mais là, en fait, vu que la règle, c'est de... En fait, la volonté de tout le monde, je pense dans un jeu de rôle, la volonté de tous les joueurs, c'est que l'histoire continue. Donc c'est rare de tomber sur un joueur, ça existe bien sûr, mais tomber sur un joueur difficile qui veut casser l'histoire systématiquement, c'est quand même rare, c'est que vous avez pas choisi le bon groupe. Ouais. Et dans cette émission-là, les gens veulent que le débat continue. Donc personne va... Il y aura jamais un joueur qui va arriver au pupitre et qui va dire j'ai inventé un nouveau sortilège, ça veut dire qu'il vous oblige tous à être d'accord avec moi. Et je l'utilise tout de suite. Tu vois, personne va jamais le faire ce truc-là, parce que j'espère que je leur ai pas donné des idées en disant ça. Mais parce que c'est nul. En fait, c'est juste ça. Ça serait un peu chiant. C'est ça. Et les gens sont quand même là un peu pour faire le show. Et je pense même quand c'est pas filmé, les gens sont là pour faire le show dans une partie de jeu de rôle aussi, un petit peu pour faire rigoler les copains. J'entends. Je comprends. Et honnêtement, je comprends très bien. Bon, du coup, c'est assez clairement, enfin, corrige-moi si je me trompe, une œuvre engagée en soi. Est-ce que enfin, en tout cas, dans sa création, est-ce que dans le fonctionnement et la manière dont tu l'imagines, et si jamais tu devais le sortir format papier, tu garderais du coup cette dimension engagée, ou tu voudrais quelque chose d'assez neutre? Non, ce serait évidemment engagé. Après, tout le principe, c'est que alors dans le jeu, pour l'instant, on a 4 factions. Qui représentent 4 courants politiques différents. Ouais. Et évidemment, par exemple, il y a une des factions qui est une droite extrême et royaliste. La Ligue d'Or, si je ne me trompe pas. Voilà, la faction d'or, effectivement. Faction ils sont... voilà, donc c'est des gros droitards. Ça, évidemment que dans ma façon de voir le monde... je donnerais rien à cette faction-là, en théorie. Et là, non, les règles leur permettent d'avoir les mêmes temps de parole que tout le monde, d'avoir les mêmes chances que tout le monde. Ils arrivent à faire passer des lois, etc. aussi. Tout simplement parce que c'est intéressant. Donc, oui, si ça devait sortir, l'élément engagé continuerait à exister. Cependant, pour le côté fun... on garderait quand même une volonté d'être très pluraliste dans les thèmes qu'on peut aborder, dans la façon dont ils sont traités. En fait, pour te dire, la façon dont c'est écrit en sous-marin, c'est que tous les joueurs reçoivent, avant chaque émission, une liste de quelques-unes des actualités de la cité à ce moment-là. Okay. Donc quelques faits d'actualité dont ils peuvent s'inspirer s'ils le souhaitent pour proposer des réformes. Enfin, on a les infos en avant-première sur l'Apple Prod. Voilà. Et en fait, c'est la petite astuce d'écriture et de game design que je mets là-dedans, c'est qu'une même information sera partagée par plusieurs joueurs. Ouais. Cependant, elle ne sera pas racontée de la même façon selon quelle est leur culture politique en fait. Ok, oui. Donc, parce que tout simplement, comme dans la vraie vie, ils n'auraient pas les mêmes sources d'informations en vérité. Donc une même anecdote ne sera pas traitée de la même façon et donc ne sera pas comprise de la même façon et sur une même anecdote, 2 joueurs vont proposer des réformes qui sont peut-être complètement opposées sur un plan idéologique. Et donc du coup, le filtre que je pose sur l'écriture de ces histoires, ce n'est pas uniquement mon filtre à moi engagé, c'est aussi ce filtre-là de game design que c'est plus rigolo si ça crée des quiproquos. Donc du coup, je m'efforce d'imaginer des points de vue qui ne sont pas les miens sur certains sujets. Ok, ouais. Voilà. J'ai une dernière question avant de passer à la 3e question.
Le maître du jeu, donc toi, dans cette émission. On dit le président dans l'émission. Ah ben, le président, mais ça tombe bien, Ouais. c'est un début de réponse. Donc tu as le rôle de maître du jeu, donc tu encadres les règles, la partie, tu racontes ce qui se passe, une fois que les lois sont mises en place, votées. Mais est-ce que tu as aussi un rôle dans la diégèse? Il me semble que tu es aussi vraiment le président de l'Assemblée. Comme tu dis, tu as le marteau, tu as une présence. Alors initialement, j'essayais de me rendre le plus invisible possible et je remplissais une fonction, c'est-à-dire que moi j'ai toujours pensé que j'étais même pas nécessairement toujours le même personnage au cours du jeu. Donc j'ai pas de nom, j'ai rien en fait, tu vois. J'ai juste un crâne, un sablier et un marteau. Et donc j'occupe un rôle purement fonctionnel dans la distribution de la parole et dans le rappel aux règles. De plus en plus, les joueurs m'interpellent personnellement, surtout dans le dernier épisode diffusé. Monsieur le Président, vous pouvez pas laisser dire Monsieur ça. le Président. Et en général, c'est pour me faire des reproches. C'est pour me dire, Monsieur le Président, c'est une honte. Monsieur le Président, vous avez mal compté, ce qui m'arrive régulièrement. Ou pour me faire de la lèche de temps en temps, mais ça vient typiquement, ça vient toujours de la faction d'or, tu vois. Ceux qui me font de la lèche, c'est la faction d'or en général. Voilà. C'est d'où ça vient. C'est ça, et donc je me fais un coup malmené, etc. Et il me semble que dans la dernière émission, faudrait que je retrouve ça, il me semble que Lucien Men a donné un nom à mon personnage. Et je ne sais plus ce que c'est, c'était une parodie de Braun Pivet, c'était genre le Brun Pivert ou un truc comme ça. Et donc apparemment maintenant j'ai canoniquement un nom dans je ne sais pas si ça ressortira, mais oui, bah après moi je suis partisan du MJ invisible, hein, de toute façon, dans le jeu de rôle en général. On est là pour planter un décor, donc si on met trop de notre propre personnalité, ça finit par teinter tous les PNJ, tous les trucs comme ça, etc. Ouais. Et donc même si j'aime bien m'appuyer sur des scénarios très écrits, en général, j'essaie d'être le plus invisible possible. Là, je crois que c'est juste drôle de me victimiser, donc c'est pour ça qu'ils interagissent avec moi. Hein. Je pense que c'est vraiment juste ça. Mais peut-être qu'un jour, on va découvrir Coup de théâtre, en fait. Finalement, le vrai roi d'Alisanos, c'est le président de l'Assemblée. Peut-être. Imaginez, un jour, si vous l'avez entendu ici en première. C'est ça. Peut-être qu'il sera assassiné lors d'un happening aussi, et que je reviendrai avec une moustache différente, et ce sera un nouveau, je ne sais pas, on verra. Brun pis bleu. Voilà, peut-être. C'est ça, on tentera un truc. Non, mais je me dis, même pour les joueurs, c'est un outil intéressant. En plus, ils peuvent rebondir sur toi, sur Monsieur le Président et tout, c'est cool, tu vois. Ça permet de faire des invectives, en plus pas forcément sur les autres joueurs. Je suis censé être neutre, donc comme ils ont pas... Alors je sais qu'un truc qui a été envisagé à plusieurs reprises, et peut-être qu'on le fera un jour dans l'émission, c'est d'avoir des représentants du peuple. Mais c'était genre dans l'idée... c'était vraiment les... genre tu sais, les 3 paysans avec des choux. Et quand ils sont pas contents, ils jettent leurs choux sur les députés. Et on sait pas exactement, mais on voulait peut-être avoir des représentants du peuple sur place. Pour l'instant, nous n'en avons pas. Et du coup, le seul neutre qui peuvent interpeller, c'est moi, par la force des choses. Les studios sont à Paris. Tu veux que je vienne jeter des trucs sur les gens ? Écoute, à un moment donné, on fera un appel. On fera un appel à la protestation, au happening. On verra bien. La Tolchat viendra, elle sera présente. C'est ça. Je me permets, je vois une question. Oui, j'allais y venir. Tu fais bien, vas-y. Voilà, effectivement. Alors en fait, les députés dans l'émission votent et ils ont tous un certain nombre de voix. C'est ce qu'on appelle le score de mobilisation et qui est affecté par leur décision au cours du jeu. Toutefois, le public est aussi systématiquement appelé à voter. Et ça affecte les résultats du vote. Et à plusieurs reprises, en tout cas pas au tout début, mais dans les dernières émissions, à plusieurs reprises, le vote du public a été décisif. Donc parce qu'en fait ils font gagner des voix supplémentaires. En gros, je joue à l'écart de voix. C'est on fait un vote sur le chat Twitch, hein, évidemment, et tous les 10% d'écart de voix, ça rajoute une voix en plus par rapport à la décision du public, sachant que de toute façon les résultats des votes dans ce jeu-là souvent se jouent à moins d'une dizaine de voix. Donc dès qu'on a un 80% pour dans le chat, eh ben le pour obtient d'un seul coup 6 voix supplémentaires et ça change tout, évidemment. Et en plus de ça, sur le Discord dédié, donc le Discord, qui est le Discord du Studio 17, les spectateurs proposent aussi des doléances, proposent des réformes, ils nous donnent leurs idées de ce qu'ils aimeraient voir implémenté comme loi, et elles sont ensuite débattues pendant l'émission. Oh, c'est cool.
C'est trop cool. Okay. Venez en proposer, n'hésitez pas. En vrai, enfin, là, le temps presse, hein, pour tout vous dire, parce qu'on a presque fini la saison. Okay. mais voilà. On a combien de temps pour venez. On va peut-être travailler sur une proposition avec l'Apple Prod. C'est ça, voilà. On va peut-être vous soumettre quelque chose. Mettez-vous d'accord, le syndicat Apple, venez nous raconter tout ça. Merci pour ces lumières. En tout cas, je te propose qu'on passe du coup à la troisième question, si ça te va, sauf si tu veux ajouter quelque chose sur le côté créatif. Donc on a commencé à l'aborder un petit peu, c'est quoi le lore ou l'ambiance de JDR? Donc comme tu l'as évoqué, tu veux que ce soit assez léger en fait, le lore écrit, pour que ce soit très malléable et flexible. Mais alors, au demeurant, il y a un point de départ. C'est tout simplement qu'on était dans un royaume magique qui s'appelle le royaume d'Alisanos, et vraiment un royaume Medfan ultra classique, avec un roi, des sujets et plusieurs espèces qui cohabitent, mais pas d'égal à égal. Okay. En gros, il y a des humains, il y a des elfes qui dirigent un peu tout, et en dessous, il y a les autres peuples. Et en fait, il y a eu récemment une grosse révolution. Ouais. La monarchie a été vaincue. Et donc, tous ces peuples qui se sont unis pour instaurer une démocratie, maintenant, ils doivent faire nation ensemble. Et donc, ils ont instauré un parlement dans lequel des délégués élus, et qui peuvent venir de n'importe quel peuple, viennent débattre des questions d'actualité de la cité et légiférer. Sauf que, ce qui va tout compliquer, c'est que les rois d'Alisanos, ceux qui ont été déchus, ils avaient des alliés. Ces alliés, c'était des dragons. C'était ça, en fait, qui leur permettait d'appuyer leur pouvoir. C'était qu'en théorie, les dragons protégeaient le royaume contre les attaques extérieures. Forcément, les dragons sont pas vraiment intervenus pendant la Révolution parce que ce n'était pas une attaque extérieure. Tout s'est passé à l'intérieur des murs. Okay. Mais maintenant, ils savent plus trop quoi faire, en fait. Ces dragons, il y en a 4. Et on leur a donné des noms à un moment donné, mais pareil, c'était improvisé, je ne les ai plus en tête. Il me semble que l'un d'entre eux s'appelait Fafax ou quelque chose comme ça. Et ces dragons, ils ont juré allégeance au roi. Maintenant, il n'y a plus de roi, il n'y a même plus de monarchie. Donc à la place, ils surveillent. Voilà, ils surveillent un peu comment ça se passe, cette administration de la cité. Et concrètement, ce qu'ils ont dit aux nouveaux dirigeants d'Alisanos, c'est: on vous laisse faire votre sauce, on vous laisse faire comme vous voulez, mais si on se rend compte que la cité bascule dans le chaos total, là, on sera obligé d'honorer notre serment en venant tout cramer et en réinstaurant l'ancienne monarchie. Donc en termes de jeu, la façon dont ça se projette, c'est qu'en fait, les dragons émettent ce qu'on appelle des notes de la cité. Donc il y a 4 critères sur lesquels les dragons en fait déterminent la bonne santé de cette république. Et donc ça va être les notes de tête, c'est la défense, c'est la salubrité, c'est le trésor et c'est la paix intérieure. Est-ce que les gens s'entendent bien, est-ce qu'ils respectent l'autorité de la république, etc. Et donc si une de ces notes arrive à 0, c'est le game over dans le jeu, les dragons vont venir et tout casser. Comme dit Bridélux, les dragons font valoir leur droit de réserve. Ils ont le droit de veto. Pour l'instant, ils font valoir leur droit de réserve, mais voilà, on sait jamais, ça va peut-être pas durer. Ils peuvent dissoudre l'assemblée aussi. C'est exactement ça. Ils vont dissoudre l'assemblée, c'est-à-dire qu'ils vont carrément la réduire en cendres s'ils sont pas contents. Mais c'est évidemment ça que ça représente, effectivement. C'est une sorte de pouvoir exécutif un peu abstrait et qui sert à ça. Et à partir de là, le lore en lui-même, c'est quoi? C'est que ça va être un truc un peu à la Disque Monde. C'est un melting pot de tous les concepts magiques qu'on aime bien, mélangés avec des questions d'actualité modernes. Donc du coup, on cherche toujours à les traduire, mais en faisant un petit pas de côté. Donc par exemple, à un moment donné, on a une députée plutôt de droite qui est venue se plaindre du fait que de nos jours, les enfants, les adolescents passent leur temps à regarder leur boule de cristal. Et que c'est en train de happer leur âme et qu'ils travaillent plus bien à l'école. Voilà, et donc on comprend tout de suite ce que ça représente dans cet univers. Donc du coup, tout le monde sait tout de suite quels sont les arguments à dérouler. Puisque c'est un débat qu'on connaît en vérité. C'est le débat sur les écrans. Et donc voilà, c'est ça le principe. Et du coup, le lore est en train de se construire petit à petit. Et il y a des trucs qui reviennent de temps en temps. Un concept qui en fait est une bonne métaphore va nécessairement être réutilisé par un autre joueur, puis dans d'autres épisodes, etc. Et c'est comme ça que petit à petit les contours de cette cité sont en train de se dessiner. Mais je suis assez content que ça reste flou quand même.
que s'il fallait inventer du jour au lendemain une nouvelle espèce qui vit dans cette cité, bah, c'est encore tout à fait possible. Un nouveau royaume lointain, pourquoi pas aussi. Un nouveau type de magie, pourquoi pas, ça fonctionnerait. Ouais, Voilà. ok, ouais. Donc ouais, il y a un point de départ, mais il est très flexible. Tu peux dire qu'il y a des gobelins, des armées enchantées, ce que tu veux, j'ai l'impression. Est-ce qu'il Exactement. y a quand même des rails, des garde-fous? Genre si demain, un des députés veut dire « Ah, bah la dernière fois, il y a des aliens qui sont arrivés, c'est possible Bah, ou ça serait pénible ?» En fait, bah, je sais que j'ai souvent réfléchi à cet exemple en particulier. Ah. Qu'est-ce qui se passe si en fait l'ajout du joueur n'est pas une contradiction ferme de notre lore, mais par contre sortirait un peu du thème et de l'esthétique sur laquelle on partait. Et bah écoute, ma philosophie, c'est que on réagira à l'instinct. Je vais certainement pas interrompre ce joueur et lui dire n'importe quoi, ça existe même pas. Je vais certainement pas jouer à ça. Ok. En revanche, si un des autres joueurs rejette en bloc cette proposition, mais le fait en tant que personnage, ben super en fait. Parce que ça arrive dans la vraie vie politique aussi, qu'à un moment donné, un représentant politique décide d'aborder un sujet qui lui semble super important et que les autres lui répondent carrément non, dans notre monde ça n'existe pas. C'est des choses qui existent en vérité. Je veux dire, si on le caricaturait à fond, le joueur qui commence à inventer un lore avec des aliens ou avec des concepts de science-fiction comme ça, peut-être qu'il sera traité comme les autres, comme un théoricien du complot. Et on en a beaucoup en politique dans la vraie vie aussi. Ou peut-être qu'à l'inverse, ce sera traité comme une nouvelle découverte d'ordre scientifique. Et ça aussi, ça existe dans la vie politique et c'est des choses sur lesquelles on doit rebondir. Et d'ailleurs, vraiment, la question des extraterrestres, elle est bonne, puisqu'en ce moment, la question de l'existence ou non d'OVNI, etc., elle est utilisée comme écran de fumée par l'administration Trump, par exemple, et que du coup, ça soulève aussi des questions en France. Aujourd'hui, il y a des questions qui sont soulevées à l'Assemblée nationale sur est-ce que l'État français garde des dossiers là-dessus, est-ce que ce serait intéressant de les rendre publics? Et donc, nous, ça nous fait sourire parce que, pour deux raisons. D'abord parce qu'on n'y croit pas nécessairement, mais aussi parce qu'on s'en fout, en vérité, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en vrai de vrai, il y a à peu près 1 milliard de sujets qui m'intéressent plus aujourd'hui sur la vie quotidienne que les extraterrestres. Mais du coup, si un des délégués décidait de partir là-dessus, bah super, on avancerait. Vraiment, ma philosophie, c'est celle-ci. C'est à chaque fois, avant l'émission, je leur dis, quoi que vous ayez à dire, campez votre personnage. Soyez votre personnage, défendez sa vision du monde, défendez son idéologie, ses projets politiques. Et si... vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit un autre, bah vous n'êtes pas d'accord en tant que personnage. Et on va construire à partir de là. Voilà, tout simplement. Ok, ouais. Donc vraiment la philosophie du oui tout le temps, quoi. Ou vraiment, même si tu fais un non, tu rebondis, tu restes... Après, je le regrette. Tu sais quoi, bah voilà, alors secret, personne l'a jamais commenté alors que c'est un vrai truc. J'ai dit non dans le premier épisode officiel de la série. Salaud. Il y a un moment donné où je dis non à un truc. Et genre, après, en rentrant chez moi, je me suis dit, mais j'ai été con en plus, parce que en plus, la mécanique de jeu le permettait totalement d'accepter cette proposition. Et j'ai dit non. Et personne s'en est rendu compte, c'est pas ses crèmes. Est-ce que tu veux nous dire ce que c'est ou il faudra qu'on aille chercher nous-mêmes? Je peux le dire, c'est tout simplement qu'à un moment donné, il était question de fabriquer une grande route royale qui allait détruire une forêt dans laquelle vivent des fées et des lutins, etc. Et il y avait donc la faction de fer qui proposait d'annuler ce chantier, ou en tout cas de contourner les zones à risque, les zones protégées, et la faction d'or, pour essayer de s'incruster sur ce vote-là, a proposé une alternative et dire, et si on inventait un nouveau système où en fait la route elle passe sous cette forêt? Est-ce que ce serait possible? Est-ce qu'on pourrait pas, avec les alchimistes du royaume, nos mages, etc. Ouais, donc en plus, il commence à justifier. Commence à justifier comme ça. Ouais. Et j'ai dit non, ça marchera pas. Parce qu'en fait, tout simplement à ce moment-là, je voulais les voir se disputer sur ce sujet-là. Ils étaient en train ça aurait été trop facile. Et ils étaient en train de trouver un compromis. Et je sais pas, j'ai eu ce réflexe un peu viscéral de dire non, mais... Et en plus, il y a eu un moment de doute où Inès, l'excellente joueuse qui représente la faction de fer dans cet épisode, me dit mais quoi, on a contacté les experts, on les a consultés, et ils nous disent que c'est pas possible. Et du coup, j'ai redit voilà, non, c'est pas possible. Et c'est dommage parce qu'en plus, on a un système après de test dans la dernière partie du jeu qui permet de déterminer si un projet d'ordre de l'innovation, donc un projet, voilà, on invente un nouveau sortilège, on invente une nouvelle potion magique ou je sais pas quoi, fonctionne ou pas. Donc on l'aurait joué en plus, tout était prévu.
Et je sais pas, c'était le premier épisode, oui, instinctivement j'ai dit non. Depuis, je n'ai plus jamais dit non, et je promets de ne plus jamais dire non. C'est le début, il fallait apprendre. C'est ça, fallait se chauffer. Il y avait eu 2 pilotes avant ça quand même, mais fallait se chauffer. Ça comptait pas, c'était pas le vrai premier épisode. C'est ça. Non, mais c'est très intéressant, c'est super cool comme univers là qui se construit ensemble. Je vois Bridélux, ils ont déclassifié certains parchemins là. Mais c'est exactement, mais il faut qu'ils regardent Bridélux, faut que tu ailles regarder l'émission, c'est exactement le genre de conneries qu'on dit à longueur de temps dans les dossiers d'alchimistes là pour totalement ça, pour nous détourner des... On n'a pas encore fait les parchemins Epstein parce que c'est un peu trop glauque comme sujet. Je dirais que c'est ça la limite des propositions. C'est que s'il y a un truc vraiment trop glauque, généralement on s'en parle en amont. On dit ça, est-ce que ça met quelqu'un mal à l'aise, etc. pour essayer de tous être bien, quoi. Le but, c'est pas de trigger. C'était ma dernière question par rapport à l'ambiance. C'est du coup, j'ai l'impression que, comme tu disais, donc il y a une volonté de démystifier, peut-être un peu de vulgariser le débat politique, cette idée. Mais j'ai l'impression que tu veux garder ça, enfin que vous voulez garder ça léger, rigolo. Sympathique. Oui, on essaye, et en même temps, tu vois, quand je dis aux joueurs campez vos personnages quoi qu'il arrive, je leur dis aussi, si à un moment donné votre prise de position elle est pas drôle, vous la dites quand même et vous la défendez quand même. Ah oui. Il faut pas aller chercher la vanne tout le temps. Ok. Et en plus ça fonctionne en fait. Si tout le monde joue son personnage à fond, le résultat est quand même marrant. Ça ne dépend pas. Y a pas besoin d'aller chercher les blagues en vérité. Même si évidemment, je redis ce que je disais au début, mais c'est que souvent quand on est en jeu de rôle, surtout de nos jours, il y a un petit côté performance. On aime bien faire rire les potes et tout. Donc ils vont quand même aller chercher ce genre de choses, mais des fois, on défend une position et c'est très premier degré, c'est très sérieux. Les sujets qu'on aborde, on utilise ce filtre de la parodie entre guillemets, où ce qu'on essaye de faire, c'est que on dit jamais les vrais noms, on dit jamais les vrais sujets, on les transforme toujours avec ce filtre médiéval fantastique et on les transforme pas en pure équivalence. On essaye toujours de faire un petit pas de côté, tu vois, on essaye toujours de s'inspirer et de si possible combiner certains sujets, etc. Est-ce que tu aurais un exemple par exemple, la prochaine fois, normalement, dans l'épisode de mardi, il risque d'y avoir beaucoup de discussions sur l'indépendance des médias et de la création artistique. Et on a mélangé toutes les affaires qui sont autour de ça en ce moment, c'est-à-dire aussi bien le CNC que les milliardaires qui monopolisent un petit peu les médias, etc. En un seul sujet autour de la question des bardes. Finalement. Et donc du coup, à partir de là, à partir du moment où on a ce sujet barde, c'est suffisamment proche pour qu'on comprenne de quoi on parle, et en même temps suffisamment éloigné pour qu'on puisse se permettre d'utiliser des arguments qui fonctionneraient pas sur ces vrais sujets dans la vraie vie, et aussi qu'on puisse se permettre d'être un peu léger sur ce sujet qui en fait est gravissime. Ce sujet est gravissime, il en va de la vraie vie, il en va de la bonne santé de nos démocraties. Mais là, ça nous permet de l'aborder de façon un peu plus légère. Mais ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'il y a eu des sujets où avant l'épisode, on s'est dit en fait c'est trop chaud, on l'assume pas. Et je peux vous donner un exemple très simple, c'était la question, on va dire, des violences dans le cadre militant. Et je pense que les gens se souviennent que vers le début de l'année, il s'est passé un truc. Il y a eu un fait, il y a quelqu'un qui a été tué dans une rixe entre militants. C'était Quentin, c'est ça? Voilà, c'était des ranks, qui s'est avéré être un néo-nazi quand même. Bref, et donc bon, quelqu'un est mort, c'est évidemment dramatique, etc. Et tout le monde m'a dit c'est trop chaud, je me sens pas d'en parler, etc. Donc on a décalé le sujet. Pour la petite histoire, j'avais écrit le fait d'actualité qui ressemblait à cette affaire avant que cette affaire n'ait lieu. Voilà, et genre plus d'un mois avant. Pas parce que je suis un médium, hein, tout simplement parce que j'avais envie de parler de la possibilité de qu'est-ce qui se passe dans ce cas de figure-là, parce que ça me semblait être dans l'air du temps de toute façon. Si c'était pas en France qu'il y avait des anecdotes comme ça, il y en avait dans d'autres pays. On savait que c'était dans l'air du temps. Ils m'ont dit c'est trop chaud. Et puis, les semaines sont passées, les mois sont passés, et aujourd'hui on a suffisamment de recul sur cette affaire pour de nouveau en parler. Et du coup, dans le dernier épisode, ils en ont parlé. Mais en fait, et d'un seul coup, c'est passé crème, quoi. Ça n'a choqué personne, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi qui se passe. C'est qu'en fait, c'est une question de distance.
Mais c'est intéressant en vrai comme remarque ce que tu mets sur la table. Est-ce que tu aurais tendance à préférer, dans le cadre de ton émission, prendre les sujets à chaud quand ils sont au centre des esprits parce que c'est le moment où tu peux te faire entendre le plus facilement parce qu'on en parle, en tout cas sur ce sujet, ou est-ce que tu préfères justement attendre un petit peu, avoir peut-être plus de recul, plus d'infos En fait, dans ce cadre-là, ce qui se passe, c'est que le timing est déterminé par nos timings de prod. Ouais. Il faut que je puisse envoyer les fiches aux joueurs plusieurs jours avant les épisodes pour qu'ils puissent s'y préparer. Et moi-même, je suis pas mobilisé que sur cette émission-là, donc du coup, il faut que je m'organise, ou en gros, il faut que j'écrive quand j'ai le temps. Et donc du coup, des fois, je vois des sujets où je me dis, c'est con, dans quelques jours, on aura plus les tenants, les aboutissants. Et simplement, moi, en termes de confort, un exemple tout bête, mais la dernière fois, on avait les prémices d'une affaire gravissime de l'actualité politique française en ce moment, l'affaire de Master Poulet. Et je connais pas du tout. Je suis un inculte. Mais, alors, oui, mais t'es parisien ou pas? Non. Ok, voilà, c'est pour ça. En fait, je vais pas expliquer cette affaire qui est délirante, mais l'affaire Master Poulet. Déjà le nom, le nom il me stun un peu. Enfin, peu importe, mais en gros, il y a un restaurant, il y a une enseigne qui vend du poulet. Qui a ouvert une de ses salles à Saint-Ouen, et le maire de Saint-Ouen est contre. Il est contre parce qu'il dit qu'il est contre la malbouffe, etc. Et en fait, il mène une guerre contre ce vendeur de poulet. Ce qui est absurde. Voilà, c'est absurde, mais c'est un vrai sujet d'actualité en ce moment. Okay. Et c'est une vraie guerre, avec vraiment chacun à ses armes, et il les utilise. Il les utilise pour de vrai. Ok. Tu te renseigneras, c'est assez fascinant. Bah, ça a l'air ce sujet-là, j'aurais bien aimé en parler dans le dernier épisode, mais en vrai, on connaissait pas encore les positions de tout le monde. On connaissait que la position de ce maire-là, qui déteste mais du coup, moi, je voyais pas tellement comment. Qu'est-ce que j'allais suggérer comme position à la faction d'or sur ce sujet. Qu'est-ce que je savais pas. Ouais. Et donc je me suis dit, c'est dommage. Peut-être la prochaine fois. Et effectivement, depuis, l'affaire s'est développée et mardi prochain, normalement, le sujet sera abordé. Voilà. Ok, mais donc, on entendra parler du Mestre Poulet dans Débat et Dragon la semaine prochaine. Oh là là. Et de ce qui ressortira. Mais voilà, des fois, en fait, c'est pas un choix en mode c'est trop chaud, je préfère avoir le recul, ou à l'inverse, oui, il faut absolument en parler tout de suite, etc. C'est plus, est-ce que je connais suffisamment bien le sujet? Est-ce que j'ai accès aux informations qui me permettront d'être pertinent dans la façon dont on le traitera, et aux joueurs aussi, bien sûr. Et aussi, régulièrement, je fais le médium. L'affaire du CNC, elle est écrite depuis plusieurs mois. L'affaire de Derank, elle était écrite avant que le scandale n'éclate. Et là aussi, pareil, là je peux que le teaser, je vais pas vous dire ce que c'est, mais il y a un truc qui va se passer au niveau de la faction d'or dans le prochain épisode. Et c'est un truc qui s'est passé avec le RN pour de vrai ces dernières semaines, et c'est écrit depuis 3 mois. Mais t'es un médium, hein. Voilà, je sais pas. Ou alors c'est parce que, en fait, tu sais, c'est comme c'est comme, tu sais, quand tu regardes des séries américaines en VO, ou à l'époque, quand on regardait des mangas en sub, tu les longtemps avant la sortie française, avant les autres, tu savais avant les autres. Mais en fait, si tu suis l'actualité américaine, l'actualité politique américaine, t'as des spoilers tout le temps de ce que les Français font un an plus tard. Okay. C'est pas compliqué. Donc du coup, ça aide. Ou alors, j'ai vraiment des pouvoirs médiumniques, mais pour l'instant, je les utilise très mal. Dans le doute, arrête d'écrire des trucs chauves. Genre, écris, putain, on a trouvé une réserve de magicium. Ouais, c'est peut-être ce qu'il faudrait faire, effectivement. Mais t'es pas le premier à me le dire. Rapide question avant qu'on enchaîne. Il est 18h24, ça va bientôt faire 1 heure. Est-ce que t'as une deadline? Parce que je veux pas t'interrompre, mais en même temps, si tu as des obligations. Oui, mais disons que si si tu veux, on a encore un petit peu plus d'1 heure devant nous, si tu veux. Allez, ben, on est bon. Continuons. Je te propose de passer à la question suivante. Super. Vincent, qu'est-ce qui rend du coup ce système de Débat des Dragons fun ou unique? Donc, pas forcément en crunchant énormement du nombre, mais t'as parlé de compétences. Il y a des fiches de personnages. Oui. Alors en fait, vas-y. Alors pour tout vous dire, je pense que la structure de comment se déroule une partie
et d'ailleurs moi je parlerais plutôt de séance pour ce concept-là. Ok. C'est ce qui en fait son côté unique. C'est-à-dire que dans un jeu de rôle classique, c'est les joueurs qui pilotent à 100%. Mhm. Et donc du coup, quand bien même dans un jeu de rôle classique, à un moment donné, on rentrerait dans un débat, ce serait pas central. Là, vraiment, c'est assez articulé. On a même un système de manches dans l'émission qui fonctionne toutes d'une façon différente. Et donc, les joueurs savent à l'avance ce qui va se passer et ils peuvent préparer leurs arguments, etc. Donc, je dirais que c'est plus la structure de la séance qui entre en jeu. Et aussi le fait que la mécanique qu'ils vont le plus souvent utiliser au cours de la partie, c'est une mécanique de vote. Donc en fait, les joueurs ont tous des points de mobilisation. Mhm. Donc en gros, le point de mobilisation dans le jeu, ça correspond au nombre de voix au sein de leur faction qui sont capables de rassembler quoi qu'il arrive. Ok. Donc c'est un peu leur base électorale. Et à partir de là, ils vont pouvoir augmenter ce nombre de plusieurs façons. Alors d'abord, il faut savoir que chaque faction, son score de mobilisation initial correspond à une des notes de la cité. La note de la cité qui correspond à la priorité en fait de leur faction. Donc typiquement la faction d'or, donc c'est les fachos dont on arrête pas de La parler. sécurité, j'imagine. La sécurité, c'est la défense, tu l'as bien deviné évidemment. Là où par contre la faction de fer qui sont vraiment sur le bien-être des citoyens, ça va être la salubrité qui correspond est-ce que les gens sont nourris, est-ce qu'ils ont un toit au-dessus de leur tête, est-ce qu'ils sont malades ou pas, voilà. Et donc ça c'est leur score initial. À ça va s'ajouter des points en plus de mobilisation qu'ils vont pouvoir gagner au cours de plusieurs manches. Donc par exemple, il y a le mini-jeu des doléances citoyennes. Donc les doléances citoyennes, je leur fais voter très vite sur les propositions de loi que les gens nous ont envoyées dans le Discord, ce dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, les joueurs peuvent gagner des voix en étant populistes en quelque sorte, c'est-à-dire en votant comme ce qu'ils s'imaginent que le public a voté. Attends, ça marche comment? Juste pour être sûr que alors ça... en fait, je propose la loi et le public vote en live. Ok. Et les joueurs ne savent pas comment a voté le public. Ils votent tous, vote à main levée, celui-là il est assez rapide. Et en fait, il y a un espèce de barème de points où en gros, si tu votes comme la majorité, tu gagnes des points. Si tu votes comme la majorité mais que tu votes aussi comme le public, tu gagnes encore plus de points. Si tu votes comme la majorité de l'Assemblée mais que vous avez voté contre la volonté du peuple, vous gagnez un peu moins de points. Et si par exemple tu t'abstiens alors que c'est une question importante aux yeux du peuple vu que c'est une doléance citoyenne, là tu perds carrément des points de mobilisation parce que ça veut dire que t'arrives pas à mobiliser tes équipes. Donc il y a ce système là qui va modifier les scores de mobilisation au début du jeu. Il y a aussi le système du fait divers. C'est un autre mini-jeu où en fait au début de chaque épisode je leur parle d'un fait divers qui n'est pas vraiment un fait politique, c'est juste une anecdote qui s'est passée dans la cité d'Alissanos depuis la dernière fois. Et en fait, les joueurs vont chacun avoir 1 minute pour s'exprimer sur ce sujet, pour parler en fait à leurs électeurs. Et là, le but du jeu, ça va être de réussir à aborder dans leur élocution tous les sujets qui intéressent vraiment leurs électeurs. Donc pour reprendre l'exemple qu'on commence à tous comprendre, si ce fait divers, c'est une histoire qui implique à un moment donné, je sais pas, une effraction, par exemple, quelqu'un qui est rentré dans la maison de quelqu'un d'autre. Ok. On se doute bien que les électeurs de la faction d'or, eux, ils sont à fond sur les questions de sécurité et d'insécurité, etc. Donc il faut que le délégué de la faction d'or, quand il s'exprime sur ce sujet, ils disent tout de suite c'est bien la preuve qu'il faut mettre plus de gardes à tous les coins de rue, etc. Il faut qu'il insiste sur cet aspect sécuritaire. Et ça va lui faire gagner des points. Ouais, vas-y. Et enfin, et le plus important, c'est au cours des débats. Donc l'essentiel de l'émission, ça va être les grands débats. Si dans les projets de loi qu'ils défendent, dans les positions qu'ils prennent au cours des votes, les joueurs se soumettent aux valeurs de la faction qu'ils représentent, celles-ci elles sont écrites sur leur fiche. Donc par exemple, encore une fois, la faction d'or, sa valeur la plus importante, c'est une valeur nationaliste un peu raciste, mais la deuxième plus importante, c'est un truc sur la sécurité. Si le projet de loi a une dimension sécuritaire, eh ben, ça va leur donner aussi un bonus de mobilisation. Donc ça, en fait, ça permet tout simplement, entre guillemets, de manipuler les joueurs pour les encourager
à en fait défendre des projets qui sont en accord avec leur roleplay, qui est le roleplay de leur faction. En fait, à chaque fois qu'ils font l'effort, à chaque fois que le joueur qui joue un mec de droite fait l'effort de proposer des lois de droite, il a un bonus. Il a un bonus, ouais. Ok, ouais. Voilà. C'est intéressant en vrai comme système. J'essaie de me projeter en même temps d'imaginer Ouais. le fait qu'il y ait la variable publique. Alors pour le coup j'ai du mal à savoir à quel point elle a une grosse influence ou si c'est assez minime. Elle est assez importante. Elle est assez importante. Est-ce que le public du coup au final, est-ce qu'on voit une tendance dans leur vote? Est-ce qu'ils ont tendance à Absolument. récompenser le jeu entre guillemets des joueurs? Ouais. Alors, ça a été une courbe de progression, mais oui, évidemment que ce qui s'est passé, c'est que tu te doutes bien que la faction de fer, qui représente une espèce de gauche de rupture c'est très ce que je populaire, me disais un peu. voilà, elle est boostée par le vote populaire. Voilà, les spectateurs sont peut-être un peu. Ah bah oui, parce que forcément, c'est celle qui parle en leur nom. Mais en fait, c'est un élément à prendre en considération et qui n'est pas surréaliste. C'est-à-dire que c'est pas pour rien que dans la vie politique française, on fait pas des référendums toutes les 5 minutes. C'est parce que les résultats, la politique qui serait menée en France ne serait probablement pas celle qui est menée actuellement. Si c'était le peuple qui décidait directement de toutes les lois. Okay. Et c'est un élément à prendre en considération. C'est un élément à prendre en considération au niveau stratégique. Et en fait, ce qui se passe, c'est exactement ce qui se passe dans la vraie vie aussi. C'est que lorsqu'un parti politique a un soutien populaire un peu trop évident, il y a vite une alliance qui se forme contre cette famille politique. Ah, c'est rigolo ça. Donc en fait, c'est ce qui se passe souvent, et dans le dernier épisode, ça a été ça tout du long. On a vu les 3 autres factions, donc le bronze, l'argent et l'or, s'unir contre la faction de fer, à plusieurs reprises et dans tous les votes. Ok, ouais. Et donc la faction de fer, elle avait beau avoir le vote populaire de son côté, ça n'a pas suffi. Il y a ça. Et puis il y a aussi le fait que nos spectateurs sont joueurs, de temps en temps, pour la blague, ou pour récompenser un bon discours, ou un bon roleplay, ou tout simplement un joueur, un guest qu'ils aiment bien, etc. De temps en temps, ils vont faire exprès d'avoir des votes un peu plus mitigés. Ok, ouais. Donc ça arrive aussi. Et puis des fois, aussi, nos délégués sont très forts et arrivent à tellement bien noyer le poisson que le public se fait un peu berner. Ça arrive. On a eu le cas de figure où une déléguée a amendé son projet de loi au tout dernier moment, après le vote populaire, et elle l'a amendé d'une façon qui changeait complètement l'esprit de la loi. Et ça peut paraître être de la triche, mais en vérité, c'est un truc qui se passe dans la vraie politique aussi de temps en temps. Ah ouais. Voilà, c'est des choses qui arrivent, qu'on amende un peu un truc, on se dit ouais super, la loi sur le code du travail est passée, et en fait quand tu regardes dans le détail, tu dis ah mais non, mais ils ont enlevé les trucs qu'on aimait bien en fait dans ce projet. Et ce sont des choses qui arrivent, donc il y a des petites manœuvres comme ça qui sont faites, mais c'est clair que le vote populaire est un monolithe gauchiste dans notre émission, avec lequel les joueurs doivent composer. Et bon, les plus forts y arrivent, les plus chanceux y arrivent aussi. Mais là, il y a eu pas mal de retournements de situation dans le dernier épisode, et je pense que ce n'est que le début d'une surprise à ce niveau-là. Parce qu'un autre truc qui peut aussi influencer le vote populaire, j'en ai pas encore parlé alors que c'est l'un de nos trucs les plus rigolos, c'est qu'on a les alertes Mediabard aussi. Ah, Mediabard. Qu'est-ce que c'est, Mediabard? Alors, il y a une anecdote à raconter là-dessus. Vas-y. Pendant le pilote qu'on a tourné il y a quelques temps, et qui lui est disponible directement sur YouTube. Si vous n'avez pas envie de vous inscrire tout de suite, malgré la période d'essai gratuite sur la plateforme sur le 17, vous pouvez aller voir le premier Débat et Dragon sur YouTube, qui était donc le pilote, où on cherchait encore un petit peu le mode de jeu, etc. Il y a encore quelques détails à affiner à ce moment-là. Mais à un moment donné, il y a un vote populaire qui va avoir un fort impact sur le jeu. Et l'un de nos joueurs, Samora, donc le Moicast sur Twitch, a discrètement, l'air de rien, sorti son téléphone sous le bureau et il est allé voter dans le chat Twitch. Alors qu'il ne fait pas partie du peuple, c'est un des délégués, il a pas à faire ça. Bah, donc évidemment, excusez-moi, voilà, c'est un citoyen, ce serait discutable. Donc, disons que c'est le seul à l'avoir fait. C'est le seul à l'avoir fait, tu vois. Oui. Et surtout, s'il assumait à fond, pourquoi il l'a fait en scred? Oui, bon, écoutez, bref, donc, on a droit, normalement, dans une belle démocratie, les votes, c'est secret. Ouais. Il a fait ça. Et moi, j'avais pas le chat et tout sous les yeux, etc. Donc je me suis rendu compte de rien. On a continué comme si de rien n'était.
Et en fait, il y a le réal, il y a JB, le réal de l'émission, qui est discrètement venu sur le plateau et qui m'a donné un petit papier. Et donc, il y a la scène dans l'épisode où je découvre le papier en direct et on me voit exploser le rire. Et où, sur le papier, ils ont écrit, et c'est le chat qui avait eu cette idée, c'était nos très créatifs spectateurs qui ont dit « Alerte Mediabard ». Samo a voté dans le chat. Et donc j'ai révélé ça aux joueurs, ils ont tous éclaté de rire, ils étaient tous choqués. Samo a nié en bloc avoir fait ça, puis donc forcément on a eu la deuxième révélation Mediabard, qui était une capture d'écran du moment où il a voté dans le chat, donc voilà. Et depuis c'est devenu une tradition, donc c'est devenu carrément une mécanique de jeu. Les joueurs possèdent des informations potentiellement gênantes sur leurs adversaires politiques. Okay. Et peuvent les dégainer quand ils veulent au cours des débats en annonçant une alerte, une révélation Mediabard. Et donc on a un jingle, un truc, etc. Et ils nous révèlent cette information. Et ça n'a pas d'impact direct, ça leur fait pas perdre des points tout de suite, etc. dans le jeu. En revanche, oui, mais tu perds la face, ça quoi. Influence la vision du public sur ce personnage. Voilà. Est-ce que les joueurs sont au courant des infos qui ont fuité sur eux, genre, ou est-ce qu'ils eux ils sont surpris en mode ah oui non, ils savent quelles sont les infos qui ont fuité sur eux, mais par contre je les leur impose. Oui, c'est pas eux qui me disent, parce que c'est pas eux qui me disent oui, en fait en secret je donne beaucoup d'argent aux bonnes œuvres. Voilà. C'est des secrets bien chauds et qui sont aussi basés sur l'actualité politique de la vraie vie. Voilà, on s'inspire aussi de ça. Et donc à chaque fois je leur donne des trucs, mais je leur permets de préparer leur défense en fait. Ils savent que ça risque de sortir. Ils sont pas sûrs que ça va sortir, mais ils savent que c'est possible. Donc si ça sort, ils ont un peu leur speech prévu, qui est souvent un speech de mauvaise foi, et des fois ça les fait chuter dans les sondages derrière. Tu leur fais une petite liste pour qu'ils puissent pas trop préparer une défense précise, ou ils ont un ou deux trucs. En fait, ce que je fais, c'est que non, ils ont à chaque fois un truc précis. En revanche, ils ne savent pas l'étendue des détails que connaît l'opposition. Ok. Voilà. Okay. Et donc là, par contre, ça peut. Et puis aussi, tu vois, pareil, je joue un peu la psychologie. Forcément, ils ont cette anecdote, ce secret, c'est comment eux ils le perçoivent. Et forcément, on a tous une vision de nous-mêmes beaucoup plus gentille que ce que Mediapart penserait. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, en face, une fois racontée différemment, cette même anecdote, elle est peut-être beaucoup plus grave que ce pourquoi ils sont prêts à se défendre, quoi. Ok, ouais. Voilà. Ok. Ouais, mais c'est super, c'est très intéressant. Alors, du coup, j'ai une question un peu corollaire, mais en même temps, je sais pas si tu pourras y répondre. Si jamais le jeu devait être édité, si là, il y a des gens qui veulent y jouer ou quoi, est-ce que tu vas essayer d'intégrer ces mécaniques du public, du vote populaire du peuple, ou est-ce que tu vas occulter ça? J'y ai déjà réfléchi. J'ai déjà réfléchi à comment ça fonctionnerait. J'ai quelques idées, mais voilà, c'est du work in progress. Mais une des idées, en fait, je pense que j'aimerais bien créer un système de tendance où en gros il y aurait une mécanique de jeu qui détermine que voilà, pour cette phase-là, pour cette séance-là, le public bascule plutôt de tel ou tel côté. Et donc ça va influencer tous les votes populaires qui vont suivre. Mais ça nous empêche pas d'avoir quand même un élément surprise aléatoire pour pas trop influencer la façon dont les joueurs défendent leur projet. Mais ça se fait en fait avec... Tu sais, par exemple, il suffit que le MJ crée des decks avec... imagine, c'est des cartes bleues si le public vote plus droit à droite, et des cartes rouges si le public vote plutôt à gauche. Et selon la tendance du moment, les proportions seront pas les mêmes dans ce deck. Et après, on les retourne au fur et à mesure et on voit ce que ça donne. Ce sera ce genre de mécanique. Mais oui, l'idée, s'il y a adaptation, et oui, on y réfléchit parce que plusieurs personnes en ont exprimé la demande, je vais évidemment m'efforcer de traduire toutes les mécaniques de l'émission, en rajouter des nouvelles et essayer d'impliquer notre public parce que c'est un truc qui se veut interactif et collectif. Donc dans l'écriture, on intégrera le public en leur demandant, voilà, est-ce que vous voulez qu'on publie vos doléances, des choses comme ça. Ah oui, ça peut être intéressant. Déjà, il y aura Mediabard. Il y aura Mediabard, effectivement, qui est une idée du public. Et puis voilà, l'idée c'est de créer un effort collectif, un engouement, ce serait plus marrant. Ok. Bah trop cool. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter sur les mécaniques, une mécanique que tu trouves intéressante, unique, un truc? Non, simplement en fait après le bouclage, c'est qu'à la fin du débat, on fait des tests de mise en action pour tous les projets de loi qui sont passés.
Ouais. pour voir s'ils ont un effet positif ou négatif sur la vie de la cité. Ok. Et là-dessus, on rentre complètement dans une mécanique à la D&D classique. Le joueur porteur du projet de loi est celui qui doit tester sa mise en action Ouais. en utilisant ses propres compétences. Donc les compétences des joueurs, je les ai plus toutes en tête, mais en gros, c'est est-ce qu'il est fort sur les sujets de sécurité, est-ce qu'il est fort sur les sujets de budget, est-ce qu'il est fort sur les sujets de... Ah oui, j'ai budget, il y a magie, alchimie qui correspond à tout ce qui est innovation, Ouais. il y a la popularité pour tout ce qui est, en fait, quand on demande des efforts aux citoyens, la productivité pour tout ce qui est production de ressources, secteur économique à fortifier, tout ça, et l'aspect sécurité. Et donc, en fait, ils font un test avec un lancer de dés, on utilise un dé 20, et en fait, le résultat détermine si les notes de la cité concernée montent ou descendent. Ok. Et pourquoi j'utilise ce système-là? Tout simplement parce que si c'était moi qui décidais arbitrairement des effets positifs ou négatifs des projets de loi, encore une fois, ma propre vision du monde ferait que il y a que les projets ultra progressistes qui auraient des effets positifs. Ouais. Et je ne veux pas que ça fonctionne comme ça. Je préfère me dire que oui, en théorie, un projet ultra sécuritaire de l'extrême droite pourrait avoir des effets bénéfiques sur le note de défense. C'est pas à moi de déterminer ça, donc en fait, on le joue avec un semi-aléatoire là-dessus. Non, bah oui, Voilà. même c'est plus intelligent, je pense, même d'un point de vue game design, ça serait nul si de base Évidemment. tu savais que ta faction. Elle a aucune t'étais chance de faire des baisée, effets parce que positifs, exactement. Même si tu réussis, bah. Ouais, non, C'est ça, c'est c'est intéressant parce que j'imagine qu'il doit y avoir des négociations. Tu peux demander peut-être à une faction voisine forte que toi dans ce domaine-là. Voilà, tu vois, vas-y, aide-moi sur ce sujet et pour un truc. C'est exactement ça, mais on va pas se mentir, les joueurs ont compris qu'il fallait qu'ils collaborent aussi sur ce point-là récemment dans les épisodes. Ah Les deux, trois premiers épisodes, ils avaient pas trop compris et des fois ils arrivaient au moment de la mise en action et en mode mais pourquoi j'ai fait passer une loi dans un domaine où je suis trop nul? Et je pense que ça arrive aussi dans la vraie vie. Je pense que de temps en temps, il y a un ministre, un député et tout, qui arrive à faire passer un truc et qui se dit mais en fait, je sais pas faire. C'est trop chiant en fait. C'est très compliqué. Donc voilà, je pense que c'est assez réaliste là-dessus. J'ai une dernière question à titre personnel. Ouais. Est-ce que c'était pas trop dur de décider des compétences des Non. différentes factions? Non, ça allait. Non, C'est parce du qu'en fait, facilement. alors là pour le coup, c'est pas les factions qui ont des compétences, c'est vraiment les personnages, parce qu'on a Ah. différents personnages qui viennent jouer des délégués d'une même faction d'un épisode à l'autre. Ok. Et donc c'est les personnages, et en fait, une fois que j'avais le concept du perso, si c'est, ça m'informe tout de suite, tu vois. Ok, donc ça tourne. Si c'est un vétéran de la Révolution, bah, c'est un mec qui peut assurer sur les questions de sécurité. Si c'est un homme d'affaires, c'est un mec qui va assurer sur les questions de budget et des choses comme ça. Quoi. Donc, oui, donc ok, c'est pas forcément, par exemple, si t'es d'extrême droite, tu peux être t'es pas forcément un boss en sécurité militaire et exactement, tout. Exactement. Et du coup, est-ce que ça rajoute... Bon, après, je suppose que les joueurs peut-être pensent pas au côté un peu plus metagaming. Là, je réfléchis vraiment en tant que joueur là, qui crame Génome. J'imagine si, genre, tu vois que là, t'as une bonne stat sur un truc qui... Je vais reprendre la sécurité parce que c'est l'exemple que j'ai en tête. Genre là, t'es la faction de Léon Gnome, là, j'ai oublié laquelle. La faction de bronze. La faction de bronze. Qui, je pense, n'est pas forcément la plus portée sur ces questions. Enfin, naturellement. Après, bon. Peut-être que je peux dire, là, sur cette session, mon personnage, il est fort en sécurité, donc c'est peut-être le moment de passer une loi sur ça en disant, oui, mais là, je suis l'homme du moment. Ouais, alors, oui, moment, alors les compétences du joueur, du personnage reviennent tout du long, mais en revanche, effectivement, si à un moment donné on avait des stratégies de faction généralisées, ce serait malin que les différents joueurs qui représentent une même faction d'un épisode sur l'autre se mettent d'accord en mode, toi, c'est la première fois qu'on a enfin un délégué de la faction de bronze qui assure en sécurité. Essaye de faire passer nos projets de loi sur ce sujet-là. C'est le moment, tu vois. Mais il pourrait aussi simplement aller parler à son pote de la faction d'or et lui dire regarde, cette loi-là, elle me tient à cœur. Si tu la défends toi, moi en échange, je défendrai un de tes projets à toi sur lesquels tu pêches, etc. Il peut y avoir aussi des tractations comme ça en coulisses. Ok, ouais. Non, en tout cas, ça a l'air rigolo et assez intéressant. Stratégique. Et stratégique. Le dernier truc qui me vient en tête, est-ce qu'au final ça se résout sur un lancer de dés, c'est ça, un D20? Oui. Il y a pas un côté un peu frustrant quand même que t'as débattu ton truc pendant 25 minutes et là, pas de bol. C'est sûr que parfois c'est un peu dur. C'est sûr que parfois c'est un peu dur, mais j'ai envie de te dire là, pour le coup, c'est vraiment un code de jeu de rôle. Hein. C'est que des fois, tu passes 3 heures à discuter de comment on va attaquer le camp de gobelins. Et puis le premier lancer de dés est fait et le plan est foutu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça arrive.
Enfin oui, d'un côté je suis d'accord, mais il y a certains systèmes. Après je suis pas là pour te dire comment faire ton truc. Hein. C'est vraiment genre des idées qui essaient justement de modérer un peu le côté aléatoire en donnant des mécaniques, Ce qui le modère, c'est toute la stratégie qui est venue avant. Ouais. La notion de voilà, tu sais déjà dans quel domaine tu vas assurer. Tu as moyen aussi de calculer ta loi pour qu'elle tombe dans un autre domaine de compétence aussi. Ah oui, oui. C'est pas parce que le sujet est un truc qui correspond à la défense que nécessairement ton projet il va être ultra sécuritaire. Tu pourrais décider de régler, par exemple, si le risque c'est qu'une nation étrangère envahisse. Tu pourrais dire du coup mon projet de loi c'est de mettre plein de soldats à la frontière et là ta compétence sécurité va rentrer en ligne de compte. En revanche tu pourrais dire aussi non en fait on va créer un système économique avec cette autre nation et donc on sera alliés, ils vont pas nous envahir et là d'un seul coup c'est pas la même compétence qu'on va tester. Ok, ouais. Tu vois, donc c'est plus dans la préparation qu'il y a un truc, mais effectivement souvent les joueurs ont un peu oublié pendant le grand débat qu'à la fin il va falloir tester la compétence, donc ils sont un peu en mode oh non pourquoi j'ai refait ça quoi. Ça arrive c'est pour le beau jeu, mais ça crée des moments et puis au plus des fois il y a des coups de bol aussi qui passent très bien. Ok, merci pour ces lumières. En vrai, c'est intéressant. Ça se voit que du coup, il y a quand même. Moi, ça m'intéresse personnellement le côté vraiment de game design, comment on fait des jeux. Ça se voit que tu y réfléchis, c'est super cool. Je te propose, sauf si encore une fois, tu as autre chose à ajouter de ce côté-là. Non, et puis en plus, je voudrais pas qu'on fasse les dernières questions en accéléré, donc il faut qu'on avance. Vas-y. Il nous en reste 2/3. La dernière, c'est pas vraiment une question. Allons-y. Est-ce que. Bon, du coup, là, toi, je pense que ce sera pas trop dur de répondre. Est-ce que tu te rappelles de ta première partie, donc de ton premier jet de test de Débats et Dragons? Le premier test dans Débats et Dragons. Bon, après, honnêtement, tu peux parler. Alors, je me rappelle plus ce que c'était exactement. Je me rappelle plus quel était le projet de loi. Je me rappelle plus qui a lancé le dé. Mais par contre, je crois que c'était une réussite critique. Ouais. Et que ça m'a embêté. Parce que je me suis dit, en fait, si les joueurs assurent tout du long, et il me semble que dans la première session qu'on a fait, les archivistes pourront nous le confirmer, il me semble que dans la première session qu'on a fait, ils ont tous réussi leur dé, qu'il y avait genre 2 réussites critiques sur les 4 lancers de dés. Ok, ouais. Et je me suis dit, oh là là, les notes vont jamais baisser. Et du coup, c'est pas marrant s'ils vivent dans une cité où tout va bien, où tout est dans l'opulence, il n'y a aucun danger, il n'y a aucune crise, etc. Et j'étais un peu en mode, comment on va faire? Mais heureusement, les lois de la statistique font que le phénomène s'est vite inversé. Donc voilà. Tant mieux. Maintenant ça va. Mais ouais, je sais plus qui l'a lancé. Je pense que c'était sans doute Clément, donc Léo Gnome, joueur émérite dans cette émission, parce que lui c'est le premier à avoir compris qu'il fallait trahir tout le monde et être très stratège dans cette émission. Donc lui pour le coup il est à fond sur la stratégie. Et je crois que c'était lui le premier. Il me semble qu'il a fait une réussite critique directe. Et je me suis dit, oh là là, ça va être comme ça tout le temps potentiellement. Là t'as douté, là tu t'es dit aïe. Ouais, je me suis dit aïe, alors que bon, c'est débile, je savais bien, il y a une chance sur 20, quoi, tu vois. Mais après, c'est tout à fait possible. Mais le fait de commencer là-dessus, tu sais, ça donne tout de suite une vibe à ce qui va suivre, purement superstitieuse, mais. Je comprends très bien, hein. Je vois très bien de quoi tu parles. Est-ce que du coup, il y a un moment où tu t'es dit, ok, non, en fait, là, le jeu fonctionne, là, je tiens un truc, ça marche. Ouais. C'était quand? Mais en fait, alors, c'est en vérité, je vais te dire, c'était le premier pilote, le pré-pilote pendant les législatives. Ouais. Où en fait, genre les 2-3 premières prises de parole, j'ai dû distribuer la parole. Et d'un coup, en fait, ils se sont tous mis à se crier dessus. Et j'avais le chat là pour le coup, et les gens dans le chat criaient aussi. Et je me suis dit, c'est bon, ça fonctionne. C'est bon, ça fonctionne en fait. Et à partir de là, je me suis reposé dans la suite, quoi. J'ai plus fait que des maths pour compter les voix des uns et des autres. T'avais plus rien à faire, ça roulait. Mais en fait, je me suis dit, voilà, ça roule, ça fonctionne. Et souvent, c'est quand je vois les suggestions dans le chat, sur le Discord, dans les commentaires sur Insta, etc., où je me dis, ok, les gens ont compris le principe, les gens sont dans le délire, ça fonctionne, ça marche. C'est cool, ça. Est-ce qu'il y a un moment qui t'a marqué que tu voudrais nous partager vraiment Je pense l'avoir déjà partagé. En vérité, ouais. je me suis fait tellement piéger par l'alerte Mediabard que voilà. Mediabard, ouais. C'est évident. Mais après, moi, franchement, si vous allez sur la page Insta de Débat et Dragons, les moments, il y a beaucoup de moments forts qu'on clip. Vous pouvez aller les voir, mais il y en a dans tous les épisodes, quoi. Il y a systématiquement un moment culte, et c'est les moments où je suis surpris. Et ça se voit quand je suis surpris, sincèrement, quand c'est des trucs que je n'ai certainement pas écrits et personne m'avait prévenu, et donc régulièrement il y a des joueurs qui utilisent des arguments qu'on pouvait pas voir venir, des joueurs qui font des happenings. Léon Gnome s'est fait agresser pendant la pause lors d'un live,
Il est revenu avec des béquilles, un bandage autour de la tête, juste pour appuyer sa loi sécuritaire dans la foulée, quoi. Tu vois. Et donc des moments comme ça nous font beaucoup rire. Je me suis fait voler mon crâne dans le dernier épisode. Ça m'a fait beaucoup de peine. J'avais ce beau crâne sur mon bureau. Non. Je me le suis fait voler parce qu'en fait c'était un symbole colonialiste. Je savais pas, mais apparemment c'était un symbole colonialiste depuis le début. Oui, mais aussi. Voilà. Et ben c'est très bien. Voilà, j'adore être. Les moments pour moi cultes, c'est les moments où je suis surpris par mes joueurs, par le public. Voilà. Ah, c'est trop cool d'avoir des joueurs aussi investis comme ça et tout. Ça donne envie. C'est une chance, c'est sûr. Ok, du coup, petite mise en appétit, ça nous permet de nous projeter un peu mieux. Je te propose qu'on passe du coup à la question débat. Ok. La partie 6, du coup. C'est une question débat dans l'univers du jeu de rôle en général, qui n'est pas forcément lié au système là dont on Et parle. on est bien d'accord que tu fais une question débat avec tout le monde, c'est pas parce que c'est débat et dragon. Tu fais systématiquement débat. C'est toujours la même chose, ouais. Les questions principales restent les mêmes. Après, j'adapte un petit peu, évidemment, mais c'est pour ça que je demande à chaque fois. Non, mais c'est marrant parce que là, je suis dans le thème. Là, je suis dans le thème pour de vrai. C'est vrai qu'en l'occuration, là, c'est. Putain, je vais me faire fumer. Sachant qu'il y a bien un truc que moi je ne fais pas dans Débat et Dragon, c'est débattre. Hein. J'ai bien compris que c'est pas mon rôle. Non, mais en plus. Je suis le seul qui ne débat jamais. Donc là, vraiment. Est-ce que je vais me prendre genre 5 épisodes de frustration où t'avais envie d'intervenir? J'ai des choses à dire. Non, mais en vrai, le thème qu'on a choisi pour cette discussion n'est pas suffisamment grave. Il n'y a pas de raison de. Non, bien sûr. Pas de raison de s'enflammer là-dessus. La vérité, c'est que c'est léger et la finalité de la question débat, c'est de laisser l'invité. C'est pas un vrai débat, c'est que l'invité puisse parler d'un sujet qui lui tient à cœur. Ah, d'accord, c'est une parodie de débat démocratique, c'est ça que t'es en train de faire. Alors, ça dépend. En fait, voilà, c'est ça les médias aujourd'hui. Voilà, c'est qu'en fait, on dit qu'on va débattre, il n'y a pas vraiment de débat. Ok. C'est une honte. Non, mais je fais un petit peu le Strowman pour certaines personnes, l'homme de paille, tu vois, qui veulent déballer leur truc. Mais en fait, ça dépend. Et après, on va pouvoir commencer. Parce que, donc, comme je te l'ai dit, à chaque fois, à l'invité, je lui dis, c'est vrai, je prends la position inverse. Donc, je prépare un petit peu des arguments d'un côté comme de l'autre. Même si je pense comme l'invité, hein. Mais c'est bon, il y a eu 2 émissions. Il y a eu une des 2 émissions où pour le coup j'étais de bonne foi, vraiment. Je pensais à ce que je disais. Ah d'accord, t'étais vraiment pas d'accord avec. J'étais vraiment pas d'accord. Et après il y a pas de souci. Mais il faut dire aussi que Tartatin est très mauvaise foi. Donc, voilà, non. T'as raison de t'énerver. C'est son problème. Ok, d'accord. Et donc tu veux que je pose mon opinion du coup, celui que tu m'avais demandé? Si ça te va, ce sera plus simple. Très bien. Donc la question du jour, le débat. Scénario contre world building, pour toi, qu'est-ce qui est le plus important dans le cadre des jeux de rôle? Pour moi, le plus important dans le jeu de rôle, c'est le scénario. Et en fait, ce que je constate très souvent parmi mes confrères et consoeurs créateurs de jeux de rôle, et j'ai commis ce péché aussi à de nombreuses reprises, c'est qu'en fait, c'est tellement marrant de créer un univers qu'on a tendance à mettre toute notre énergie là-dessus, tout notre temps là-dessus, et aussi toutes les pages disponibles de notre jeu de rôle là-dessus, alors qu'au final... même le world building le plus esthétique, même le plus intéressant, etc., ça fait un joli objet encyclopédie, si tu veux. Et moi, gamin, en plus, j'ai toujours adoré les encyclopédies de monde fictif et tout. J'adore ça, c'est vraiment un truc. Les cartes et tout, j'adore ça. Mais en vrai, une fois que la partie de jeu de rôle est lancée, tout cela n'a plus beaucoup d'importance face à l'importance capitale d'un scénario intéressant. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, quand ta partie de jeu de rôle, le scénario consiste à... Je suis désolé, je vais attaquer un truc un peu cliché, et plein de gens vont reconnaître leur scénario, etc. J'en ai aussi écrit sur ce modèle-là. Mais le coup classique de... en tant que joueur, on est des enquêteurs et on enquête sur des disparitions bizarres. Et en fait, à la fin, on se rend compte que ces disparitions, c'était des enlèvements par des cultistes pour faire des sacrifices pour une sorte de boss de fin. Ce scénario-là, que ce soit dans du Donjons et Dragons, que ce soit dans du steampunk, que ce soit dans du Cthulhu, que ce soit que le scénario se passe dans un village de la Creuse ou dans une station spatiale, l'expérience pour les joueurs est la même. Voilà, c'est qu'au final, on vit la même chose, on vit les mêmes émotions dans le même ordre, avec les mêmes codes, etc. Et en fait, je me suis un peu rendu compte de ça ces dernières années où j'ai testé, tu sais, genre partie d'initiation sur plein de systèmes de jeux différents, sur plein d'univers différents, et j'ai rejoué ce scénario-là quasiment à chaque fois. Et ça, en fait, ça me fait me dire, ah bah oui, mais en tant que joueur, si l'action de la scène, c'est de questionner la mère dont l'enfant vient de disparaître, et finalement, elle nous laisse rentrer dans sa chambre et on trouve le journal intime qui contient des indices. Cette séquence-là, encore une fois, que ce soit dans une station spatiale ou à Saint-Denis, c'est la même séquence, c'est la même mécanique de jeu, et du coup, en plus, les joueurs vont offrir le même roleplay.
Donc je trouve ça vraiment dommage et je conjure les créateurs de jeux de rôle de vraiment avoir très rapidement des scénarios originaux et vivants à proposer quand ils développent leur jeu de rôle. Et j'irais même jusqu'à dire essayez de partir de là en fait. Essayez de vous dire j'ai envie de raconter telle histoire, j'ai envie que les joueurs puissent vivre telle histoire. À partir de là, comment je construis mon univers. Voilà, et je sais que c'est un peu radical. Donc à ton tour, tu peux me cancel. Tu peux me cancel, vas-y. C'est bon, je vais me faire le défenseur. Déjà, tu parles pas mal des cultistes. C'est génial, ok. C'est toujours tellement original, des cultistes. C'est une honte, ok. C'est le sacrifice, il sert pour mon super démon original, ok. Aussi de notre style. Non, non, le point de vue est très intéressant pour le coup, mais il y a quelque chose pour le coup où je une vision un peu différente. Même si le scénario est le même, où en gros, globalement, tu vas aborder les mêmes thèmes, va y avoir la même thématique ou quoi, je pense que c'est un peu réducteur de dire que l'expérience va être la même ou très similaire dans des mondes différents. Je vais prendre un exemple qui me vient en tête. Star Wars. Ouais. Tu es un grand fan de Star Wars, tout le monde connaît Star Wars, j'imagine. Et j'ai masterisé une campagne complète sur du Star Wars. En plus, tu connais du coup. Ouais. Si je prends, alors bon, je sens un tout petit peu temporairement du JDR, mais j'y reviens. Le premier film de Star Wars, Un Nouvel Espoir. En soi, et même c'est un peu vrai pour la saga, le scénario, vraiment ce qui se passe. Ça aurait pu ne pas être dans l'espace. Ça aurait pu ne pas être dans l'espace. C'est pas. Il y a une raison pour laquelle, quand on parle, tu sais, de Campbell, le monomythe, tout ça, ça revient souvent Star Wars. C'est ce qui vraiment a fait que Star Wars c'est un souffle de fou et ça a marché autant, c'est bien le world building, c'est cet univers riche, foisonnant, avec des décors de fous malades, des moines, tu sais, des moines guerriers, mais dans l'espace. Et du coup, ça, le fait de faire ton truc là, des moines guerriers dans l'espace, je trouve que c'est suffisamment original et différent de base pour s'auto-justifier et faire, de proposer une expérience intéressante. Les gens, je finis, après je te relaisse la parole. Il y a un système de temps de parole ici ou j'ai le droit d'interrompre? Comme tu préfères. Je te laisse finir, vas-y. Je te laisse finir, mais j'ai déjà ma réponse, hein, je suis désolé. Ouais, il va me plier, arrête. Je vais me faire plier. Mais c'est l'intérêt. Je finis. Et si je reviens au JDR, la vérité, c'est que quand je reprends Star Wars, les gens ils vont jouer un système Star Wars, tu vois. C'est pas parce qu'ils se sont dit, enfin, la plupart du temps, je pense que c'est pas parce qu'ils se sont dit, putain, le système a l'air vraiment bien, ou alors le scénario qu'ils proposent dedans est vraiment fou. Non, c'est parce qu'ils veulent jouer avec des Jedi. Et tu peux très bien faire ou des Mandaloriens, ou des clones, ou ce que tu veux, évidemment. Mais c'est parce qu'ils veulent faire Star Wars. Et tes cultistes, tu seras très content de les avoir, parce que ce sera pas des cultistes qui vont invoquer un démon, mais ça va être des gens qui vont faire une expérience bizarre avec du Bacta, qui vont faire ça. Qui vont cloner l'empereur. Voilà. C'est une bonne histoire, ça. Ouais, vas-y. C'est pas un hasard si l'exemple que tu me sors, et qui est un très bon exemple, hein, je suis tout à fait d'accord, mais tu t'es obligé d'immédiatement sortir du JDR. C'est pas pour rien, c'est parce que Star Wars c'est du cinéma, donc c'est le spectacle que t'as à l'écran. Donc la dimension esthétique, là, on te l'impose de toute façon. Et effectivement, ça a un impact, je vais dire, purement commercial, où effectivement, ça attire. J'ai vu dans ton chat quelqu'un dire Dune. Je l'ai toujours pas testé, mais le dernier, alors qu'il est sorti il y a plusieurs années, mais le dernier jeu de rôle Dune qui est sorti, j'ai très envie d'y jouer, parce que j'aime beaucoup l'univers de Dune. Mais en vérité, il y a de fortes chances que le scénario, ce soit un scénario avec des cultistes qui enlèvent des gens pour ressusciter un truc. Et je m'y attends. Et donc je suis d'accord sur l'argument commercial, mais l'argument commercial, c'est juste l'impulsion de départ. Une fois qu'on est entre rôlistes expérimentés, on sait très bien que c'est plus ça qui va guider nos choix, et on est à la recherche d'expériences vraiment intéressantes. Ce que je dirais pour contre-argumenter contre moi-même, néanmoins, c'est que avec d'excellents joueurs, avec une excellente équipe qui se connaît bien, qui a une bonne dynamique, c'est les joueurs qui apportent beaucoup des éléments du scénario. Et qui vont créer des expériences uniques, peu importe où ça se passe et comment ça se passe. Mais là, encore une fois, ce que ça révèle, là, du coup, c'est pas le scénario qui prend le pas, c'est les joueurs, mais encore une fois, le world building passe au 15e plan. Parce qu'en vérité, la meilleure partie de jeu de rôle, c'est celle où tu vas partir dans un univers dark fantasy super sombre à la Berserk, et au final, tes joueurs vont dire, mais aujourd'hui, on a décidé d'ouvrir une boulangerie. Et c'est ça qu'on va faire dans cette session. Tu vois ce que je veux dire? Toutes les meilleures souvenirs de jeux de rôle, ça tourne toujours autour de trucs comme ça. Et donc, en fait,
En fait, pour moi, les meilleurs scénarios et les meilleures parties de jeu de rôle, c'est toutes les fois où on oublie le world building. Et malheureusement, c'est aussi parce que c'est très facile d'oublier le world building. J'ai l'impression qu'une fois que la partie est commencée, qu'on commence à lancer des dés, le world building, c'est quelques lignes vite oubliées sur les fiches personnages, dans la case background, et éventuellement la décoration sur l'écran du MJ. Malheureusement, je pense que c'est souvent ça. Et c'est pour ça, par exemple, moi, tu vois, j'adore l'illustration. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que avant, je faisais sur Twitch, je faisais que des streams avec des illustrateurs. J'adore ça. Et j'ai plein. Et le diagramme de veine des illustrateurs et des rôlistes, bah, c'est un cercle. Il y a beaucoup d'illustrateurs qui sont aussi rôlistes. Et donc, souvent, ils finissent par créer leurs propres trucs, etc. Et à chaque fois, le bouquin, c'est un bijou, c'est magnifique. Le world building, c'est trop chouette parce qu'au niveau esthétique, ils ont des trucs trop bien. Mais derrière, après, quand tu joues le jeu, ça change quoi qu'en fait on soit des sorcières chatons trop mignons ou autre chose, ou des Jedi, au final, ça change pas grand-chose. Et donc c'est un peu, voilà, c'est le message que j'aimerais donner, c'est si vous créez du JDR, amusez-vous à faire votre world building parce qu'effectivement, ça stimule l'imagination, ça donne envie de jouer au jeu, etc. Ça a tous ces avantages-là. Mais vraiment, essayer de réfléchir aussi à l'expérience de jeu, c'est super important. Ah, mais merci pour ta perspective, moi, qui est intéressante. C'est bon. Perspective dont le taf de quelqu'un dont le taf c'est de vendre des scénarios de jeux de rôle aussi. Hein, donc peut-être que je suis un petit peu il est biaisé peut-être là-dessus. Non, mais je pense que t'es aussi qualifié. Peut-être que t'as planché un peu la question aussi. Oui, non, certainement. Et puis j'ai écrit des lores aussi, hein. J'ai écrit du world building aussi à de nombreuses reprises. Et ça m'amuse beaucoup. Et puis en plus, souvent ça se relie aussi, tu vois. Si par exemple, faire l'exercice de world building que tu fais, c'est inventer une cité dans laquelle il y a des amorces de scénario dans chaque commerce, derrière chaque porte, etc. Bon, bah t'as déjà fait une grande partie du travail de scénario derrière, donc t'es refait, tu vois. Je pense que c'est ça aussi qui se passe souvent. Mais c'est vrai que des fois, j'ai des trucs, j'ouvre des bouquins de scénario et je me dis, ah ok, super, je sais ce qui s'est passé 10 000 ans avant l'apparition de l'espèce humaine sur cette planète. Est-ce que ça va vraiment influencer ce qui va se passer dans le jeu de rôle? Et puis j'arrive et on me dit, alors dans notre village, il y a eu des disparitions d'enfants. Et je fais, putain, c'est parti pour un tour, quoi, tu vois. Donc bon... Ok. Est-ce que, d'ailleurs, en tant que scénariste, est-ce que tu as des tropes ou des trucs que tu aimes bien que... Justement, en plus, tu es vraiment en train de me dire arrêtez de toujours faire la même chose. Je suis en train de te demander quel est le truc que tu conseilles. Bah oui, mais bien sûr. Est-ce qu'il y en a que tu recommanderais? J'en ai, mais tu sais, je sais plus qui c'est, quel artiste qui disait le style dans toute forme d'art, c'est une erreur que tu répètes souvent. Okay, c'est ça, la naissance du style. C'est intéressant. Donc, oui, on en a tous. On en a tous. Après, je sais pas si j'ai le recul pour les savoir à 100%, mais moi, je suis un grand fan de tout ce qui est whodunit. Tu vois, le Agatha Christie, toutes ces ambiances-là, etc. Donc, c'est rare que tout le monde reste en vie jusqu'à la fin de mon histoire. Voilà, quand j'écris un scénario, en général, à un moment donné, il y a un meurtre mystérieux et tout le monde est suspect. Donc, c'est chaud pour mes députés dans Débat et Dragons. Il y en a au moins un qui est en danger, je pense. Non, mais c'est pas prévu dans l'immédiat, mais ça pourrait être un truc. C'est-à-dire que oui, quand je suis dans n'importe quel univers, je me dis toujours comment intégrer un détective. C'est quoi un détective dans cet univers-là? Systématiquement, je me pose la question. Parce que j'aime bien ce genre de personnage et ce genre d'histoire. Le whistleblower, là, l'informateur de Mediabard. L'informateur de Mediabard, il arrive sur le plateau pour annoncer un truc, coupure de courant, la lumière revient, il est mort. Oh là là, qui a fait le coup? Imagine. Ça pourrait être drôle. Ok. Non, mais moi ça m'intéresse en plus des perspectives de scénariste et tout, c'est super cool. Mais c'est un truc à titre personnel que j'essaye de faire aussi dans mes... Alors j'en ai pas fait beaucoup des scénarios de JDR, mais j'ai fait quelques one shot ou quelques trucs où ouais, j'aime bien le côté de tension sociale, tu sais, où tu sais pas où sont les vraies allégeances des gens. Et même entre les joueurs, ça c'est super cool quand t'arrives à... C'est intéressant surtout aussi parce que ça laisse plein d'options aux joueurs. Voilà, s'ils savent pas tout de suite qui sont les gentils, qui sont les méchants, bah, ça va créer des histoires différentes d'un joueur sur l'autre. Mais tu vois, pour revenir rapidement, parce que en vrai, il va falloir qu'on boucle. On est quasiment... Je t'avais prévenu que je suis bavard. Hein. Non, y a pas, on est là pour. Vas-y. Voilà, on va dire que je suis bon client. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Quand j'ai fait une campagne sur du Star Wars, moi j'ai écrit mes scénarios. Et je me suis tout de suite dit, il faut absolument que mes joueurs aient au moins la possibilité, parce qu'évidemment après leurs décisions sont libres et tout, mais qu'ils aient au moins la possibilité de vivre les trucs qui sont cool dans les films Star Wars.
Donc, qu'est-ce que c'est les trucs qui sont cool dans les films Star Wars? Il faut qu'il y ait des trucs un peu mystérieux autour de la Force. Il faut qu'il y ait des fusillades avec des Stormtroopers. Il faut que... il y a régulièrement... C'est marrant parce que c'est pas un truc qu'on associe nécessairement à Star Wars, mais dans tous les films, il y a au moins une scène de course-poursuite en vaisseau, sur des espèces de scooters de l'espace, des trucs comme ça, etc. Il faut qu'il y ait de la bataille spatiale, évidemment. Et donc, du coup, j'ai réfléchi mes scénarios comme ça. J'allais certainement pas écrire un scénario qui pouvait se jouer entièrement dans un village random sur Tatooine. Il fallait que... Parce que si dans mon esprit, si à aucun moment il y avait une possibilité de bataille spatiale, bah, c'est pas du Star Wars. Ouais. Et donc du coup, je me dis, au minimum, si vous avez bûché sur votre world building, au minimum, le scénario que vous allez pondre derrière doit pouvoir répondre à la promesse du world building. Si vous faites un truc de dark fantasy... il faut qu'on puisse vivre les batailles épiques de la Dark Fantasy. Si vous faites un truc à la Whodunit et que vous n'avez même pas prévu d'avoir une galerie de suspects, il y a un problème. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que c'est peut-être pas super bien pensé là. Non mais c'est ça que je veux dire, et en fait je trouve que ce qui se passe, c'est pas parce que les gens sont bêtes, c'est parce que qu'ils font pas nécessairement cet effort là, c'est parce qu'en fait je crois qu'à chaque fois on crame toute notre énergie sur le world building parce que c'est ce qu'il y a le plus marrant à faire en tant qu'auteur. Et on oublie, et cette étape suivante, c'est la veille de la partie test, on dit bon, mais qu'est-ce que je vais faire comme scénario? Et on se retrouve à pondre un cliché, parce qu'on est déjà cramé intellectuellement. Voilà, je pense que c'est ça qui se passe malheureusement, donc c'est mon warning que je diffuse. Ok, j'espère que tu auras quand même quelque chose pour la fin là, à nous donner, parce qu'il faudra donner un conseil de fin. Est-ce que c'était ça le conseil de fin? Non, bah je sais pas, c'est ça la dernière question, c'est un conseil de fin? On n'y est pas encore, mais oui, ça va être ça. La dernière question, ce sera un petit mot que tu voudras nous donner. Si tu veux le préparer, et ça tombe bien là, si jamais dans le chat, là, on va prendre 30 secondes, si vous avez des questions ou des remarques avant qu'on termine, c'est le moment. Oui, n'hésitez pas, mais de toute façon, après, il suffit de suivre ce qu'on bricole, et puis les gens verront bien notre vision de comment on fait les choses. Ouais, mais alors, je peux m'avancer sur cette histoire de conseil? Oui, bien sûr. Vas-y. Sur cette histoire de conseil, je dirais que de façon générale, quand on essaye de raconter des histoires, même quand c'est avec cet outil qu'est le jeu de rôle, et que du coup c'est une façon de raconter des histoires qui est collective, je pense que c'est toujours bien d'avoir en tête le type d'émotion qu'on cherche à faire ressentir. Et est-ce que vous voulez faire rigoler les gens? Est-ce que vous voulez leur faire peur? Est-ce que vous voulez les émouvoir, les indigner? Et en fait, je trouve que c'est souvent une bonne graine qui peut servir, voilà, en fait, de point de départ. Je mélange les métaphores, mais le point de départ à la création d'un scénario intéressant en jeu de rôle, ou même d'un système de jeu de rôle intéressant. C'est pour ça, par exemple, que je suis moi aussi un gros défenseur des jeux de rôle narratifs. Je dis moi aussi parce que je sais que l'invité précédent c'était Tartatin. C'est tout simplement parce que c'est les jeux de rôle narratifs qui souvent permettent de vivre un panel d'émotions plus large que le suspense de savoir si tu vas réussir ou non l'action que tu entreprends. Qui est, j'ai envie de dire, l'émotion principale des jeux de rôle les plus classiques, les plus anciens. Et qui est une émotion très chouette, hein, quand vous êtes entre copains autour d'une table de jeu de rôle et que vous vous dites est-ce qu'on va gagner ou non ce combat final contre le boss. Ce stress à partager, il est super, il est très très fun. Mais d'un seul coup, si vous avez envie d'explorer des histoires où peut-être vous vous dites ce serait intéressant de faire ressentir de la peur, par exemple, sur un scénario d'horreur et tout, et ben là, en fait, si vous partez de cette émotion-là, vous allez plus facilement faire le tri dans vos idées de mécanique de jeu, et aussi dans le type d'histoire que vous allez raconter. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir ça en tête. Même si au final, les émotions du jeu de rôle, ce sera passer un bon moment et rigoler entre copains, évidemment. Mais je pense que c'est toujours bien d'avoir un objectif aussi au-delà de ça. Voilà, c'est ça mon conseil, qui est aussi qui fout une pression énorme, hein, mais vraiment, ce serait ça mon conseil. Voilà, Est-ce que tu veux tenter de résumer ça en une petite phrase ou tu t'arrêtes sur ça? Comme ça, je peux faire ma transition, tu vois. Ok, je vais résumer ça en une phrase. Tu fais la transition. Vas-y, c'est bon. Là, je viens de passer sur la bonne nouvelle scène. Alors, on est d'accord que c'est une phrase tant qu'il n'y a pas le point à la fin. Vas-y, on voit les virgules, les points-virgules, les M-dash. C'est vous créez des histoires, peu importe le format. Essayez de partir d'une émotion, l'émotion que vous voulez communiquer à vos lecteurs, à vos joueurs, à vos spectateurs.
C'est ça le Oh conseil. là là. Et là on sent qu'on a affaire à un auteur. Ouais, non, enfin, ouais, mais parce que c'est ça au final, hein, quand tu crées des Non, choses, mais c'est parce que tu essaies de faire ressentir quelque chose, je pense. je suis bien d'accord, hein, moi aussi, je pense que c'est un très bon point de départ et très lucide, et c'est le plus important. Les thèmes et ce que tu veux faire ressentir aux autres. Ouais. Même si des fois c'est un peu casse-gueule, comme tu dis, des fois tu veux faire ton berserk et en fait ils veulent aller voir le gobelin Gobo. Bah, bien sûr. Non, non, mais du coup, le gobelin gobo, eh ben, il faut qu'il meure dans l'atroce souffrance et que du coup, ils partent tous le venger, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, c'est ça la parade. C'est ça la parade. Et puis aussi, par contre, avant, on a le droit de se faire plaisir en tant qu'auteur. Hein, si t'as une idée pour un world building et que c'est un monde où l'être humain n'a pas inventé la chaussure. Et donc, du coup, la société est complètement différente. On n'a pas encore. Et les joueurs, c'est les premiers à porter des chaussures, ce qui leur donne un avantage évolutif énorme sur tout le monde. Et que du coup, t'as juste envie d'écrire cet univers-là, et en vrai, t'as pas d'idée de scénario, t'as rien. Fais-toi plaisir, écris-le, sors-le ton truc, tu vois. Pas la peine de se mettre une pression énorme non plus. Mais c'est vrai qu'en tant que joueur, quand je vois ça, quand je vois ce truc-là, je me dis, bon, bah, il s'est fait kiffer. Très bien. Mais c'est dommage, j'ai pas vraiment de place pour jouer là-dedans. C'est juste ça. Je comprends. Merci beaucoup, Vincent. Je vais faire ma conclusion. Je te reprends juste après de manière plus informelle. Eh bien, merci de m'avoir reçu en tout cas. C'est un plaisir. T'as été excellent dans l'exercice. C'était super cool de t'avoir. Très, très à l'aise. Merci beaucoup. Les amis, merci d'être restés jusqu'au bout. Encore un grand merci du coup à Vincent qui est venu nous parler de Débats et Dragons. Ça a été très intéressant, c'est un truc super original et très enrichissant comme expérience. Est-ce que, dernière question, est-ce qu'on peut te retrouver quelque part? J'ai mis ton Instagram dans le chat, est-ce que... Ouais, bah, le mieux en ce moment, c'est Insta en vérité. Mardi 20h, twitch.tv/labonneaubergejdr. Même si vous n'avez pas vu les précédents Débats et Dragons, venez voir celui-là, vraiment, ça se prend en cours de route, c'est très efficace. Et puis, le mieux, c'est de me suivre sur Insta, parce que même quand je fais des trucs qui sont pas du tout sur Insta, je fais toujours au moins une story, un truc. Donc, vous serez informés. Voilà. Ok, donc La Bonne Auberge sur Twitch. Et Vincent Istria sur Insta. Vincent.istria, je crois. Vincent.istria sur Insta. Ça marche. Voilà. Pour ma part, merci beaucoup. Merci à toi. Je vais vous dire à tous et à toutes au revoir. J'espère que ça vous a donné, envie d'aller voir et de participer peut-être à la vie de la République d'Alisanos. Ouais. C'était Et pourquoi tu joues pas à l'émission où on lance des dés et des idées. J'ai eu le plaisir d'être votre hôte Pomme la Pomme et je vous souhaite bonne chance dans vos futures aventures. Au revoir.